bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Fasbourg, constructeur, développeur et gestionnaire immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. Ce soir, les Mardis de l'ESSEC vous emmènent à la rencontre d'un grimpeur chevronné qui tente toutes les voies et toutes les difficultés, l'alpiniste Darmanin. Bien qu'étant l'une des étoiles montantes de La République En Marche, notre ascensionniste a fait la majeure partie de sa montée sur le flanc droit de la montagne. Militant au RPR à 16 ans, vous intégrez rapidement la direction des jeunes du parti et êtes assistant parlementaire de Jacques Toubon au Parlement européen. À la création de l'UMP en 2002, vous êtes vite évincé de sa direction, dont vous vous montrez très critique. L'ascension devient périlleuse et le chemin dévie de plus en plus à droite. L'on vous décrit alors comme flirtant dangereusement avec l'extrême droite, notamment à cause de votre collaboration au Politique Magazine, journal à tendance maurassienne, mais vous ne franchirez jamais le Rubicon. Suite à vos multiples postes, tantôt conseiller municipal, tantôt directeur de cabinet de David Douillet au ministère des Sports, vous remportez la 10e circonscription du Nord aux législatives de 2012. Fervent opposant à la théorie du genre et au port du voile sur les terrains de football, vous êtes élu maire de Tourcoing en 2014, faisant ainsi basculer cet antique giron socialiste. Vous vous rapprochez pas à pas du sommet, et c'est un grimpeur hardi ayant déjà réussi l'ascension qui vous entraîne avec lui, Nicolas Sarkozy. Vous devenez son porte-parole durant la campagne pour la présidence de l'UMP et êtes promu au secrétariat général aux élections à sa victoire. Cependant, on sent que votre relation avec l'ex-chef de l'État bat de l'aile. Critiquant son entourage, vous démissionnez, mais cela ne vous empêchera pas de le soutenir lors de la primaire de la droite et du centre. Vous chaussez néanmoins de nouveaux crampons à la victoire de François Fillon et devenez secrétaire général adjoint des Républicains. Malheureusement, suite aux multiples affaires frappant le candidat de votre parti, vous vous résignez à retirer votre soutien. L'ascension semble alors au point mort. Mais c'était sans compter sur votre résilience politique peu commune. Bien que très critique à l'égard d'Emmanuel Macron pendant la campagne, que vous qualifiez de bulle spéculative vouée à éclater ou encore de socialiste, vous ne rechignez guère à accepter la nomination à Bercy. Devenu ministre de l'Action et des Comptes publics dans ce nouveau gouvernement et dresseur de chiens truffiers à vos heures perdues, vous êtes perçu, à l'instar de Bruno Le Maire, comme la caution de droite du macronisme. Devenu, tout comme lui, un paria au sein de votre propre famille politique, vous en êtes exclu fin octobre 2017 et rejoignez La République En Marche. Votre ambition est en passe d'atteindre des sommets, mais certains mettent en cause votre intégrité et un manque de fidélité à vos convictions. Malgré tout, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer, car de nombreuses réformes fiscales sont menées par le gouvernement, telles que le prélèvement à la source ou encore la délicate question des taxes sur les carburants, catalyseur notoire du mouvement des Gilets jaunes. Par ailleurs, les thèmes abordés lors du grand débat national, clôturé il y a quelques jours, vous concernent en tout premier chef, avec de potentielles répercussions sur le micmac fiscal français, à commencer par les impôts des restaurateurs, 200 € l'addition, ce n'est pas donné. En dépit des accusations de déconnexion et de mépris du peuple venant de l'opposition, votre ascension semble repartir de plus belle. À 36 ans, vous tenez les finances publiques en tandem, mais, comme nombre de vos collègues, vous estimez que le mandat de maire est le plus beau qui soit. Doit-on s'attendre à vous voir retourner dans votre fief du Nord, ou tenterez-vous l'ultime escalade ? En attendant, les défis sont nombreux, les Français sont en colère, et 2017 nous l'a bien montré, le vent tourne vite en politique. Tournerez-vous avec lui ? Parviendrez-vous à atteindre le sommet de l'Olympe ? En attendant, en votre qualité de comptable de la nation, à vous de nous dire ce soir si le compte est bon. Les Mardis de l'ESSEC vous souhaitent un excellent débat. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté l'invitation des Mardis de l'ESSEC. Comme le veut la tradition, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite par Maxence à votre égard. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Monsieur le maire. Merci de m'accueillir dans sa ville. Bonsoir à Monsieur le préfet, Monsieur le directeur, à vous toutes et tous. À vous d'avoir organisé. Je pense que le plus simple, c'est de rentrer directement dans les questions. Il y a des inexactitudes, mais c'est un portrait qui est forcément un peu sarcastique. C'est normal de le présenter ainsi. On aura sans doute l'occasion d'en discuter dans le débat. Je pense que le plus simple, c'est de discuter désormais. Monsieur le ministre, merci d'être là. Le débat de ce soir va se dérouler en 3 parties. Une première concernera le budget de l'État et sa gestion. Une seconde concernera la modernisation de l'action publique et son amélioration. S'en suivra le traditionnel petit jeu des mardis
avant d'aborder une troisième partie sur votre parcours politique, vos ambitions et votre regard sur le monde politique actuel. Mais commençons sans plus tarder sur la première partie, une première partie au cœur de l'actualité, du grand débat et des revendications des Gilets jaunes qui concerne la gestion du budget. Mais avant de parler de ce budget, un point très vite d'actualité. Ce samedi 16 mars était marqué par l'acte 18 des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées ont été le théâtre de violences et de casse peut-être encore jamais atteints. Le gouvernement a déjà fait un geste de 14 milliards pour le pouvoir d'achat. Hier, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour éviter de nouveaux débordements, mais pas pour arrêter ce mouvement. Alors, Monsieur le ministre, selon vous, comment peut-on sortir de cette crise ? Ouais, ben alors, je ne sais pas si vous avez 3 heures, mais bon, d'abord, si quelqu'un avait quelque chose de tout à fait définitif, je pense qu'il l'aurait trouvé et le mettrait en place. Bon, il faut distinguer désormais, me semble-t-il, plusieurs types de personnes. Et ces personnes, on ne les entend pas toujours. Ce qui a frappé dans le mouvement des Gilets jaunes du premier samedi, voilà, 18 samedi, ce n'était pas le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue. Je pense qu'on a tous vécu des manifestations très grandes contre le pouvoir, contre la réforme des retraites, contre la réforme de la SNCF. Quand j'étais jeune étudiant, il y avait le CPE, il y avait beaucoup de gens dans la rue. Bon. Là, il y avait peu de gens dans la rue, il faut bien l'avouer. Mais il y avait 2 circonstances particulières. La première, c'était que c'est un mouvement spontané, non organisé par des syndicats, par des partis politiques. Ça, c'est un point très important, je crois, qui peut nous faire comprendre que pour la sortie est d'autant plus difficile. Vous n'avez personne avec qui négocier. D'ailleurs, vous aurez constaté que dès que quelqu'un essaye de prendre le lead, comme on dit, ou de s'organiser, il est quasiment rejeté par l'autre partie de la population. Il y a tellement de leaders qu'on ne sait plus qui sont-ils. Et puis, ce qui était le plus frappant, me semble-t-il, c'est que l'opinion publique, et vous ne faites pas de la politique sans l'opinion, vous pouvez faire un peu contre l'opinion, mais pas toujours sans l'opinion, soutenait très largement un mouvement qui était d'autant plus facilement soutenable qu'il avait des revendications parfois très contradictoires. Et j'étais très frappé par ça. Séparément, on était parfois favorable ou défavorable aux revendications. Il y a tout eu. Il y a eu des gens qui étaient pour le référendum d'initiative, il y a eu des gens qui étaient contre la taxe carbone. C'était le début du mouvement des Gilets jaunes. Puis après l'augmentation du SMIC, et puis au rétablissement de l'ISF, l'interdiction des licenciements. Enfin, il y a eu à peu près tout. Et évidemment, tout ça était très contradictoire. Mais le principe de l'étendard, d'ailleurs, en termes de communication en marketing, le Gilet jaune, c'est quand même un sujet très intéressant. Songez que le Gilet jaune, c'est quelque chose d'obligatoire, obligatoire par l'Europe et par la France, imposé dans les voitures. Les gens s'en sont servis un peu contre le pouvoir, ce qui est très intéressant. Et puis, en général, on met un gilet jaune quand on est accidenté. Donc, ils voulaient sans doute attirer l'attention. Et donc, ce mouvement qui était à la fois pas guidé par un parti, par une organisation, et en même temps très soutenu par l'opinion publique, je crois, a fait, comme une poule devant un couteau, hésiter le gouvernement et sans doute une partie de la classe politique française qui n'a pas bien compris ce qui se passait. On pourrait largement revenir pourquoi on n'a pas compris ce qui se passait. Je pense qu'on est très mal placé pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu du temps pour décrocher l'opinion publique des manifestants. Et on est arrivé, à mon avis, à ce temps-là. D'abord parce qu'il y a eu les annonces du président de la République, ensuite parce qu'il y a eu des débordements, enfin parce qu'il y a eu ici ou là, me semble-t-il, des prises de position assez fortes. Il y a eu le grand débat qui a sans doute permis de canaliser une partie des revendications. Ils y reviendront. Et là, nous sommes à la portion la plus congrue, sans doute, des manifestants, devenus très radicalisés, qui peut-être ne cassent pas tous, bien sûr, mais participent par une solidarité à ce qui se passe. Hier, des propos et des actes antisémites. Aujourd'hui, ce qu'on a vu samedi sur les Champs-Élysées. Et donc, je pense que ce serait une erreur, pour répondre très concrètement à votre question, de penser qu'on peut calmer les 4 000, 5 000, 6 000 casseurs qui viennent manifestement casser la République. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les gens qui manifestent aujourd'hui, samedi, dans la rue. Je pense que, pour ma part, ils devraient être en très grande partie derrière les barreaux. Je pense que ce qui compte, c'est d'essayer de trouver comment on fait société ou comment on fait citoyen, avec des propositions du président de la République et finalement de ce qui sortira du grand débat, qui permettra, à mon avis, à chacune et à chacun de se dire, bon, voilà, il y avait un malaise général. Je pense que c'est plus un malaise et la peur du déclassement de demain que du déclassement d'aujourd'hui, mais ça, c'est ma propre théorie. Très peu de villes pauvres se sont mobilisées, c'est très frappant, ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé singulièrement ici, mais en région parisienne, très peu de mobilisation populaire, alors qu'on sait tous que la pauvreté, elle est avant tout dans les villes. Moi, dans ma ville, j'ai été maire d'une commune, c'est la 7e ville la plus pauvre de France, pas de mobilisation. À Roubaix, qui est la ville la plus pauvre de France avec Denain, pas de mobilisation. En revanche, un phénomène périurbain, périrural, de gens déclassés,
qu'on ne voyait jamais dans les manifestations sans doute, qui ont pris, si j'ose dire, le gilet jaune. Et c'est très compliqué de répondre à ces aspirations qui sont parfois contradictoires. Mais au mois de décembre, vous avez fait des concessions aux Gilets jaunes en répondant à leurs attentes. Pourtant, ça faisait des mois que vous étiez en train de travailler la politique du gouvernement suite au programme d'Emmanuel Macron sur lequel il a été élu en 2017. Ça fait 40 ans en France que le solde budgétaire est négatif. Depuis la crise des subprimes, il est d'autant plus. Pourtant, la France est soumise à des critères, ceux de Maastricht vis-à-vis de l'Union européenne. Vous aviez prévu un déficit public aux alentours de 2,7 à 2,8%. Les concessions faites aux Gilets jaunes, évaluées entre 10 et 14 milliards d'euros pour les finances publiques, vont alourdir ce déficit public d'après la Cour des comptes. Il sera autour de 3,2 et 3,4%. Il va donc excéder les critères de Maastricht, alors que la promesse présidentielle était de passer en dessous les 3%. Vous faites partie d'un gouvernement qui revendique une gestion maîtrisée du budget. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que finalement les règles budgétaires, on s'adapte encore une fois, comme on le fait depuis 10 ans, et on s'adapte à l'actualité? Bon, d'abord, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Permettez-moi de souligner d'abord quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Nous serons en dessous de 3% et nous tiendrons la promesse du président de la République, qui n'a pas parole d'évangile, mais qui était grosso modo, pendant tout le quinquennat, on doit être à moins de 3% du PIB. On se donne rendez-vous à la fin de l'année, sans aucun problème. Malgré l'évaluation de la Cour des comptes, qui pourtant tient compte de la croissance, qui va être revalorisée. Je vous souhaite d'être ministre des Comptes publics. Vous aurez, le jour où vous serez ministre dans mon bureau, vous aurez des gens très intelligents qui ont fait des études bien plus supérieures à moi, qui expliquent en général que voilà ce qui va se passer, monsieur le ministre, à la fin de l'année. Et ces hypothèses sont jamais vérifiées, avec une grande constance. Gérald de Gaulle disait que les économistes étaient des gens qui expliquaient ce qui allait arriver, puis qui le lendemain expliquaient pourquoi ça n'était pas arrivé. Donc je pense qu'il faut beaucoup relativiser ces chiffres. Vous pensez qu'on sera à combien? Moi, je pense qu'on sera à moins de 3%. Je pense même que le déficit qu'on aura l'occasion de constater la semaine prochaine ou dans 15 jours sera même meilleur, parce qu'on calcule toujours avec 3 mois de retard, il faut le présenter à Bruxelles, sera même meilleur que ce qu'on a même fait voter par le Parlement. Mais moi, je ne suis pas un comptable, pour reprendre votre expression, monsieur. Moi, je fais de la politique. Si les chiffres s'additionnaient et que les gens qui additionnaient des chiffres dans des tableaux Excel sauraient bien gouverner le monde, ça se saurait. Donc les chiffres, c'est sympathique, ça donne une température, mais je pense que ça ne donne pas l'âme d'un peuple. Alors vous avez dit beaucoup de choses. Permettez-moi de revenir un peu sur le détail. Ce qui est très important dans ce qu'a annoncé le président de la République au mois de décembre dernier, vous parlez de 12-14 milliards, bien sûr, c'est une question importante pour l'équilibre budgétaire, mais il n'a pas annoncé des dépenses supplémentaires. Vous avez deux façons de fonctionner. Soit vous faites des dépenses supplémentaires, vous augmentez le RSA, vous augmentez les retraites, vous augmentez les salaires, vous dites on va dépenser plus d'argent pour les communes. Bon. Soit vous diminuez les recettes, les impôts. C'est ce qu'a fait le président de la République. Il n'est pas sombré dans la réponse habituelle depuis 40 ans, qu'il y a un problème, on augmente les dépenses. Nous, on a baissé les recettes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la taxe carbone, la taxe sur le diesel, qui était comme la revendication première, me semble-t-il, du premier samedi. Je rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, que les Français se sont mobilisés contre un impôt, pas contre une baisse de dépenses. Moi, j'ai fait la réforme des APL, elle a été critiquée. On a fait la réforme du logement. Les élus, parfois, se sont dit c'est vraiment pas bien ce que fait le gouvernement. On a fait la réforme des contrats aidés, très difficile. La réforme de la SNCF, que personne n'avait jamais fait auparavant. La réforme de la fiscalité, la réforme du travail. On n'a pas bloqué les routes. On n'a pas bloqué les ronds-points, on n'a pas empêché l'économie de fonctionner. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents, les gens du logement, les collectivités locales, mais la vie continuait. Mais là, les gens se sont mobilisés contre une taxe. Donc, monsieur le président de la République, il a mis fin à cette taxe. Puis après, il a engagé d'autres baisses d'impôts. Notamment, il a dit on fait la défiscalisation des heures supplémentaires et on baisse la CSG pour les retraités, qu'on avait effectivement mis trop haut. Voilà, il a fait cette concession. La question que vous me posez, monsieur, c'est est-ce qu'on a, finalement, c'est une question très intéressante, est-ce qu'on a les moyens des baisses d'impôts? Parce que c'est facile, quelqu'un peut se lever pour dire ici, moi, je veux qu'il y ait moins d'impôts. Tout le monde veut qu'il y ait moins d'impôts en général. Mais est-ce qu'on a les moyens de baisser ces impôts vu les comptes qu'on a? Moi, j'aimerais être le ministre allemand du budget. Justement. En excédent. Parce que le ministre allemand du budget, il a des excédents et il les redistribue. Et donc, la discussion qu'il a avec ses collègues ministres ou avec l'opinion publique allemande, c'est à qui je les redistribue? Aux fonctionnaires, aux collectivités locales, j'aide l'économie, j'aide le sport, j'aide la culture. Mais ils ont fait les réformes pour ça. Oui, ça fait 40 ans, et notamment singulièrement depuis 15 ans, que l'Allemagne a fait des réformes sous deux gouvernements, enfin sous deux personnalités différentes, M. Schröder et Mme Merkel. Il faut bien avouer que moi, personnellement, avant que je naisse, et permettez-moi cette facétie, avant que le président de la République naisse, notre budget est en déséquilibre. Depuis la première année du mandat de M. Giscard d'Estaing.
Et ça pose quand même un problème, que depuis 40 ans, notre budget soit en déséquilibre. Et ce qui m'étonne beaucoup dans le débat, mais nous sommes peut-être dans un lieu où on peut en parler, c'est qu'il y a 2 absences totales du grand débat. C'est la question du chômage. Personne ne s'intéresse finalement au chômage. Il y a 9% de chômeurs, c'est une très grande inégalité sociale. Monsieur le maire pourrait dire mieux que moi ici que les enfants et les petits-enfants de chômeurs, ils ont moins de chances de réussir que les enfants et les petits-enfants de gens qui travaillent. Et la deuxième question qui se pose, c'est la question de comment on gère un budget, et notamment nos dépenses. Si la hausse des dépenses et la hausse des impôts rendaient la France heureuse et efficace, ça fait 40 ans qu'on essaye. On va l'aborder un peu plus en détail dans la suite du débat. Justement, nous parlons déficit public, mais les recettes aujourd'hui semblent difficiles à augmenter, puisqu'il y a un ras-le-bol fiscal, des seuils qu'on ne peut plus dépasser, et nous sommes les champions du monde de la taxation. Nous avons un taux de prélèvement obligatoire Il y a quand même Cuba et la Corée du Nord, à mon avis, avant. Hein. Oui, mais si on met la Champion France... d'Europe, voilà, ce serait déjà bien. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Mais 45,3% du PIB de prélèvement obligatoire, c'est quand même énorme, et c'est 10 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. N'est-il pas temps, Monsieur le ministre, pensez-vous, de réfléchir à une remise à plat complète du système fiscal français, puisqu'on arrive à un ras-le-bol fiscal à la fois sur des taux de prélèvement obligatoire, mais aussi sur des mécanismes complexes. Vous le faites actuellement avec le prélèvement à la source, mais quand comptez-vous baisser le niveau des prélèvements obligatoires ? Bon, si on est à ce niveau de prélèvement obligatoire, c'est ce niveau d'impôt. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur 100 €, on a 44 grosso modo pour l'État. Voilà, je fais très vite, mais c'est un peu ça. C'est qu'on a un modèle social qui va avec ça. C'est très bien de comparer avec la moyenne de l'OCDE. Enfin, la moyenne de l'OCDE, on n'est pas éduqué gratuitement, on n'est pas accompagné socialement gratuitement. Quand on est au chômage, on n'a pas 2 ans d'allocation chômage. Quand on est malade, on n'a pas son cancer soigné par l'hôpital public. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment, la question qui se pose aux Français, si vous voulez baisser le niveau de votre impôt, il y a sans doute des économies à faire ici ou là, on aura la discussion. Si franchement, ces économies étaient faciles à réaliser, d'autres l'auraient fait avant nous. Donc, ça ne sert à rien d'être trop démagogique. Il faut baisser le niveau de prestations que nous avons. Je rappelle d'ailleurs que plus de la moitié de la dépense que nous avons, c'est une dépense sociale. Hein, sur 100 € de dépenses, il y en a à peu près 60 € de dépenses sociales. L'État et les collectivités, c'est à peu près 40 €. Et la dépense sociale, c'est essentiellement les retraites et un peu l'assurance chômage. On va aussi Donc, y revenir. pour arriver, si vous pouvez mettre votre graphique précédent, c'est très intéressant. Si vous voulez baisser le niveau d'impôt, il faut qu'on baisse le niveau de prestations qu'on offre aux Français. Sur quoi on revient? Sur l'éducation, sur l'armée. Je rappellerai d'ailleurs qu'avec le départ de nos amis anglais de l'Union européenne, nous serons le seul pays d'Europe à avoir l'arme nucléaire, le seul pays d'Europe à pouvoir aller intervenir au Mali, de faire face à Moscou, à Turquie, à la Chine, à M. Trump. Est-ce que c'est sur ça qu'il faut renier? Bon, c'est un héritage depuis le général de Gaulle, c'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce que c'est sur l'éducation? On est très heureux, c'est pas ici en plus dans cette école que je vais critiquer le budget de M. Blanquer, mais l'éducation c'est très important, c'est un investissement pour l'avenir, la santé c'est très important, tout est très important et à la fin, vous ne baissez rien. Je rappelle que les élus, par exemple, sur 100 € pèsent 1 €. Donc tous ceux qui veulent diminuer le nombre des élus, ça peut être intéressant, mais enfin, c'est symbolique, ils ne feront pas beaucoup d'économies là-dessus. Donc avec votre question, monsieur, si on veut baisser le nombre d'impôts, moi je suis d'accord pour baisser le nombre d'impôts. Mais il faut dire qu'est-ce qu'on fera en moins pour les Français. On va essayer justement d'apporter des pistes de réflexion. Mais donc vous l'avez dit, on a un pays où on a des dépenses publiques importantes parce qu'on a un système social très généreux. Mais donc la contrepartie, c'est qu'on a des prélèvements obligatoires très importants. Néanmoins, là, avec les Gilets jaunes, avec le grand débat, on entend beaucoup parler des classes populaires, et c'est normal. On entend beaucoup parler des très très riches. Il y a peut-être une classe qu'on entend un peu moins, qui est la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure, qui est la majorité silencieuse de Nicolas Sarkozy, qui était qualifiée encore cette semaine dans le point de vache à lait de l'État. Alors c'est une classe qui est très difficile à présenter parce qu'elle est très hétérogène. Ça va de revenus de plus de 2300 bruts par mois à 10-12 000. C'est une classe qui peut très bien gagner sa vie. Mais c'est une classe qui, justement, subit la pression fiscale de plein fouet parce qu'elle ne peut pas, comme les très riches, faire de l'optimisation ou partir à l'étranger. Et les classes plus modestes, elles, sont moins mises à contribution pour l'impôt. Donc, qu'avez-vous à dire, monsieur le ministre, à cette classe qui fait partie de l'électorat, monsieur Macron, et notamment à des étudiants de l'ESSEC qui, sûrement demain, feront partie de cette classe moyenne et moyenne supérieure et qui ont le choix entre rester en France et, pardonnez-moi l'expression, se faire un petit peu matraquer fiscalement ou partir vivre et travailler à l'étranger? Bon, déjà, si toute la classe moyenne était comme les étudiants de l'ESSEC, je pense que le monde irait bien. C'est d'ailleurs très intéressant. Qui n'est pas de la classe moyenne ici?
tout le monde se définit comme une classe moyenne. D'ailleurs, en France, un bon impôt est celui que je ne paye pas, mais que paye mon voisin, de préférence. Une bonne dépense publique que je dois baisser, c'est évidemment toutes celles qui ne me concernent pas. Parce qu'en général, tout le monde est pour baisser la dépense publique, sauf que si le type est menuisier, il va dire bah non, vous touchez pas au crédit d'impôt pour mettre fenêtre. Si la personne est enseignante, elle dira bah faut pas toucher à l'éducation. Bon. Et la classe moyenne, tout le monde se définit. C'est vraiment un jeu un peu bête, la classe moyenne, parce que tout le monde se définit classe moyenne. À 12 000 € par mois, on n'est pas de la classe moyenne. D'après les études, si justement. Non. Jusqu'à 12-14 000, on est de la classe moyenne supérieure. Au-dessus, on est les privilégiés, les 1% les plus riches, pour qui la fiscalité devient à nouveau avantageuse. Permettez-moi de... C'est pas de moi. Mais... Oui, c'est quand même idiot, pardon de le dire, mais les 10% des Français les plus riches, c'est les gens qui touchent plus de 4 400 € par mois. C'est ce qui a fait dire à M. le Président Hollande dans un débat, de rester fameux, on est riche à partir de 4 000 €. C'est évidemment un peu dingue de dire ça comme ça, parce que ça dépend où. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez des charges de famille? Est-ce que vous habitez Paris? Est-ce que vous habitez Tourcoing? Ça dépend où, votre richesse. Les gens qui vivent à 2 500 € dans certaines villes de province vivent mieux que des gens à 3 500 € à Paris. Donc c'est un débat un peu absurde. Mais si vous prenez, alors on aime bien dire ça à Bercy notamment, on dit les déciles. On prend la population, on divise par 10. Les 10% les plus riches, il faut que les Français le sachent, c'est les gens qui gagnent plus de 4 400 € par mois. Évidemment, dans ces 10%, il y a les types qui gagnent 4 401 €, puis il y a celui qui gagne 200 000. Mais ça, c'est les 10% les plus riches. Et le salaire moyen des Français, c'est entre 1 700 et 1 800 € par mois. Voilà, c'est ça. Un Français moyen, c'est quelqu'un qui gagne 1 700 à 1 800 € par mois. Bon, moi, le revenu moyen des habitants de Tourcoing, c'est autour de 1 000 €. Et j'ai 61% de ma population qui est non imposable. Parce que je voudrais rappeler quand même qu'en France, 55% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas d'impôt. Ils payent la CSG, ils payent la CRDS, ils payent la TVA, mais ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc la classe moyenne, c'est plutôt les gens autour du salaire moyen qu'à 12 000 €. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, comme vous le dites très bien par contre, qui n'ont pas les moyens de l'optimisation fiscale. C'est pour ça que moi j'ai dit des choses sur les niches fiscales. C'est un sujet très intéressant. Parce que plus vous êtes riche, plus vous optimisez votre impôt. Ou alors, quand vous partez, l'une des questions qui nous intéresse, vous avez vu que les gens disent il faut de la justice fiscale dans notre pays. Alors ça, très intéressant. Bon, ben alors asseyez-vous, c'est quoi la justice fiscale? Aujourd'hui, les 10% les plus riches, qui sont à plus de 4 400 € par mois, ils payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc notre système est très redistributif. Il est même à la limite du découragement de la population. 55% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, et dans les 45% qui restent, les 10% les plus riches payent 70%. Et ce qui est très intéressant, et moi je trouve que c'est très marquant, dans le débat pour dire qu'il faut faire payer encore plus les plus riches, donc en gros, il y a des gens qui disent on va faire une tranche supérieure d'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les plus riches d'entre nous qui touchons des salaires les plus importants, sans doute des gens à 10 000, 12 000, 14 000 € par mois, on va créer une tranche d'impôt sur le revenu. Mais là, ce que vous allez faire, peut-être que c'est ce qui sortira du grand débat et peut-être qu'on le fera, mais j'attire l'attention, d'une part, ça rapporte quasiment rien, parce que les très 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 riches, ils ne se versent pas de salaire. Le salariat, c'est le principe d'être embauché par quelqu'un. Donc en faisant ça, vous allez taper les cadres sup, alors peut-être des gens qui gagnent 10 000 €, peut-être qu'ils devraient plus contribuer, c'est un débat politique, on en discutera. Mais vous allez taper le cadre sup de chez Renault, ou le cadre sup d'une très grande entreprise, et puis qui dira à son patron, bah, tu me verseras un dividende ou des actions. Donc la question attention, quand on dit qu'il faut de la justice fiscale, et quand on reste bloqué sur l'idée que la justice fiscale, c'est que l'impôt sur le revenu, il y a des tas de gens très riches qui se versent jamais de salaire. Mais sur ils se versent des dividendes, par exemple. Sur l'impôt sur le revenu, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps, peut-être, d'élargir l'assiette, que chacun y contribue, une question de solidarité nationale, et sur les personnes qui n'ont pas, aujourd'hui en tout cas, les revenus suffisants pour le payer, qui perçoivent des prestations sociales, mais qu'on leur verse le niveau de prestation sociale et que soit inscrit un certain montant, même faible, de participation sur l'impôt sur le revenu. Alors moi, je ne suis absolument pas favorable à cette idée. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'idée générale que... D'abord, vous avez une idée que seul l'impôt sur le revenu est l'impôt. Je rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est 76 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et la TVA, la TVA, c'est 180 quasiment cette année. La CSG-CRDS, c'est un peu plus de 100. Donc l'impôt sur le revenu, c'est l'un des impôts qui rapporte le moins à l'État. C'est celui peut-être qui nous embête le plus parce que ceux qui le payent le voient bien. Le problème, c'est qu'il y a une idée d'injustice peut-être. Non, il y a une idée que ceux qui gagnent le plus d'argent participent plus à la solidarité nationale. Il me semble que ça fait partie de l'équité fiscale. Bon, après, on pourrait imaginer... L'impôt le plus juste, ça va peut-être défriser tout le monde, mais c'est la CSG. C'est un impôt qui est proportionnel à vos moyens. Voilà, c'est un impôt inventé par M. Rocard. C'est exactement proportionnel à vos moyens.
l'impôt sur le revenu a un effet de montée comme ça qui peut paraître effectivement décourageant. Et la TVA a une grande difficulté, c'est qu'elle s'applique à la consommation et qu'en proportion, le riche, vous avez dû voir ça, il a plus de proportion à consommer que le pauvre. Même s'il achète une Porsche par rapport à une Twingo, la vérité c'est que pour le pauvre, c'est plus compliqué d'acheter une Twingo que pour le riche de l'acheter. Donc il contribue malheureusement différemment et on fait plus contribuer les pauvres avec la TVA. Mais comme c'est souvent, comme il y a plus de pauvres que de riches, évidemment, vous avez un impôt très large et ça rapporte beaucoup d'argent. Mais sur la question que vous évoquez sur l'impôt sur le revenu, faire payer à tout le monde, ça veut dire quoi, faire payer à tout le monde? Ça veut dire que vous augmentez les impôts sur les plus pauvres. C'est-à-dire que des gens qui sont RSA vont payer l'impôt. Alors, moi, j'ai fait un truc il y a 2 ans. Quand je suis arrivé au gouvernement, il a fallu que je trouve 5 milliards pour qu'on soit en dessous des 3%. Donc ça, c'est toujours le mec sympa. En général, le trésorier ou le type qui est chargé des finances dans l'association, c'est toujours rabat-joie. Il y en a bien un dans le gouvernement, c'est moi. Bon, très bien. Il faut trouver 5 milliards. Évidemment, spontanément, tout le monde est d'accord pour passer en dessous de 3%. On pourrait expliquer tout à l'heure pourquoi c'est important de respecter les règles européennes. On ne le fait pas simplement pour faire plaisir à des technocrates. C'est très important pour nous. On en reparlera. Donc j'ai trouvé 5 milliards. Parmi les 5 milliards, il y avait une économie qui avait été imaginée par le gouvernement précédent, mais qui n'avait pas été mise en place, qui était la baisse des prestations APL, la réforme APL du logement. Alors on pourrait discuter à l'envi, est-ce que l'APL c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que les APL, ça force les gens à augmenter les loyers? Bon bref, on ne va pas faire ce débat maintenant, mais voilà, j'ai pris une des mesures qui consistait à baisser de 5 € l'APL. Alors quand j'ai baissé de 5 € l'APL, tout le monde dit c'est affreux. Les gens ne pourront plus manger, ne pourront plus partir en vacances. Et c'est vrai que pour des gens qui gagnent très peu leur vie, baisser de 5 €, c'est très important. Et là, on viendrait m'expliquer maintenant qu'il ne faudrait pas simplement baisser de 5 € les APL, mais il faudrait prendre sur le loyer, sur le salaire des gens qui sont au RSA ou au SMIC, 5, 10, 15, 20 € par mois, sous prétexte que, comme ça, ils le sentiront bien et ils se sentiront citoyens. L'impôt pour tous, c'est une belle idée philosophique, mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, le mouvement des Gilets jaunes, qui est né pour qu'il y ait moins d'impôts, ça doit se terminer pour qu'il y ait plus d'impôts pour tout le monde. Merci, Monsieur le Ministre. Changeons un autre point, lui aussi qui revient beaucoup avec ce débat, avec ces gilets jaunes, etc., qui est le point de la fraude fiscale. On a du mal à estimer combien l'État perd, entre guillemets. Est-ce que, très brièvement, vous pouvez, enfin très brièvement, ça va peut-être être compliqué, mais nous expliquer un peu les moyens ou les arsenals anti-fraude que vous essayez de mettre en place pour lutter contre la fraude fiscale? Oui, alors je ne sais pas si vous posez une question tout à l'heure sur la dette, le déficit, tout ça, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il faut faire des économies, parce qu'il y a plein de gens qui disent on s'en fout de faire des économies, de toute façon l'État ne s'arrêtera pas. C'est un point très important parce que sinon, évidemment, on ne comprend pas pourquoi il faut faire des efforts. Mais je vais répondre d'abord à votre question. Nous allons aborder juste après la réduction des dépenses publiques, justement. Alors, la fraude fiscale, elle est évidemment à la fois symboliquement inacceptable, parce qu'il y a des gens qui trichent, et les gens qui trichent, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir le respect de la nation, parce que par nature, il y a des gens qui ne trichent pas. Et alors, pour les concitoyens, le voisin qui triche par rapport à lui, c'est déjà une injustice, puisqu'il profite de la même école, de la même route, des mêmes services publics de la mairie, ou du même hôpital s'il devait être soigné. Mais pour une entreprise, lutter contre la fraude fiscale, c'est pas emmerder l'entreprise qui fraude, c'est rétablir la concurrence. Parce que si moi je fraude et que mon voisin ne fraude pas et qu'on construit tous les deux des voitures, j'ai un avantage compétitif sur celui qui ne fraude pas. Donc c'est en plus très important du point de vue économique si on est libéral et si on pense que les acteurs doivent respecter des règles pour qu'elle soit le plus pure et parfaite possible, cette concurrence. Alors, il y a des montants très importants de fraude. On ne les connaît pas par nature, c'est la partie imagée de l'iceberg. C'est comme si je vous demandais le nombre de gens, monsieur le maire, qui pouvaient rouler très vite dans votre commune. Vous dire, il y en a un certain nombre, mais je suis incapable de savoir combien il y en a. Bon. Donc on essaie de le mesurer, mais comme tout, la démagogie peut aller assez vite parce que on dit qu'il y a entre 60, 80, 100 milliards de fraude fiscale, mais on le dit en le répétant sans que personne n'apporte une preuve. Il y a beaucoup de fraude fiscale. Aujourd'hui, l'État récupère entre 10 et 20 milliards d'euros par an d'impôts qui sont soit payés, soit pas payés, donc il y a des contrôles fiscaux, soit payés en retard. Donc dans les 15-20 milliards que récupère l'État, il y a à la fois vraiment de la fraude et puis des gens qui payent en retard. Bon. Moi, j'avais un ami, comme tout le monde le connaît, il déclarait pas ses impôts. Voilà, il oubliait. Bon, alors c'était quelqu'un d'important, ça lui arrive. Bon, Phobie administrative. Voilà, oui, du coup maintenant il y a l'impôt à la source, donc on y pense pour lui. Mais enfin, il oubliait. Bon, ça c'est de la fraude. Alors est-ce que c'est aussi important? Avec le droit à l'erreur. Non, mais c'est aussi important. Non, mais le droit à l'erreur, c'est pas le droit à la connerie ou à la fraude. On en parlera tout à l'heure, c'est une blague. Donc, ce montant de fraude global, il y a parfois des petites fraudes et des grosses fraudes. Évidemment, comme l'impôt le plus important, c'est la TVA, qui nous rapporte 180 milliards d'euros, chacun aura compris que la fraude la plus importante, c'est la fraude à la TVA. Et ce n'est pas toujours des gens qui ont des comptes à l'étranger. Il y a des gens qui ont des comptes à l'étranger. Ils sont symboliques parce qu'ils passent à la télévision, ils sont connus. Mais si vous voulez récupérer l'argent,
C'est les gens chez les commerçants qui payent en liquide et puis évidemment parfois on ne le déclare pas toujours. C'est des fraudes comme le certificat d'énergie. Hier, M. de Rugy est venu. Il y avait une énorme fraude de certificat d'énergie qu'on a découvert avec Nicolas Hulot. C'était des milliards d'euros qu'on a pu recouvrer. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, moi j'ai 25% des contrôleurs fiscaux quand ils font des contrôles qui ne trouvent rien. Donc c'est une perte de temps et d'énergie, parce que moi je vous contrôle par exemple et vous n'avez rien à vous reprocher, puis pendant ce temps-là, moi j'ai mis quelqu'un de très compétent pendant 2 jours qui a travaillé sur votre dossier puis il n'a rien trouvé. Donc je vous emmerde et en plus, moi ça ne me rapporte rien. Donc on a modernisé depuis 2 ans totalement les finances publiques, on a mis les données. Désormais nous avons vos données notamment qui vous permettent de connaître un petit peu votre vie, votre donnée patrimoniale, de vos entreprises, grâce à vos numéros de téléphone, à un certain nombre de vos sujets. On arrive à cibler les contrôles. Et on utilise l'intelligence artificielle pour cibler les contrôles. Ça, c'est très important et c'est très efficace. Et puis, par ailleurs, il y a plein d'autres sujets, on a mis fin au verrou de Bercy. Auparavant, on ne pouvait pas, la Bercy, le ministère des Comptes publics, garder pour lui, pour faire vite les contrôles fiscaux qui étaient très négatifs. Aujourd'hui, pensant que quelqu'un très riche, il a certes peur de payer beaucoup d'argent, mais il a surtout peur de la prison, on transmet directement à la justice les dossiers les plus emblématiques, les plus importants, pour que le col blanc, si j'ose dire, ne soit pas simplement inquiété sur son porte-monnaie, mais aussi sur sa sociabilité. Vous avez vu un certain nombre récent de sujets. Donc, la fraude fiscale, c'est un point très important. On ne connaît pas exactement son montant. On va faire un observatoire pour essayer de connaître son montant. Et on a beaucoup de nouvelles technologies qui nous aident à intervenir. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Et nous parlions tout à l'heure de déficit. Aujourd'hui, les recettes semblent difficilement... on pourrait difficilement augmenter les recettes aujourd'hui, c'est très inflexible. Il faut donc réduire les dépenses publiques et vous allez avoir l'occasion de parler justement de l'importance de réduire le déficit. Aujourd'hui, 57% du PIB, c'est le montant des dépenses publiques. Les Français veulent toujours plus de services publics, en tout cas que la qualité ne soit pas dégradée, et pourtant, ils vous demandent des économies, notamment via la diminution des impôts. Les retraites sont le poste majeur de dépenses de l'État. Si l'État dépense 1 000 euros, les retraites pèsent pour plus d'un quart, 268 euros. Là, la justice pèse pour 4 euros, si l'on veut comparer. Elles ont été mises en place, le système actuel a été mis en place dans les années 1940, en 1945, à une époque où l'espérance de vie était moindre. Ces dernières années, pour essayer de sauver le système, les gouvernements ont essayé de repousser l'âge de départ à la retraite pour élargir l'assiette de cotisants. Le président de la République s'est engagé à ne pas le faire. Et pourtant, ce matin, sur LCI, vous êtes dit favorable à cette possibilité de repousser l'âge de départ à la retraite, comme le voudrait la ministre Agnès Buzyn. Quel regard portez-vous sur le système des retraites actuel et est-ce que, tel qu'on le connaît ou qu'on l'applique en France, n'est-il pas au bout de souffle aujourd'hui? Bien, là aussi il faudrait 3 heures, mais je vais essayer d'aller vite. En tout premier point, sinon personne ne va comprendre pourquoi on fait des économies. Pourquoi il faut faire des économies? C'est pas pour le plaisir d'être vertueux, de se dire qu'on n'a plus d'argent qu'on doit emprunter à la banque. Notre pays, il a 100% de dette quasiment. Alors, ça veut dire quoi 100% de dette? Ça veut dire que si du 1er janvier au 31 décembre, tout le monde travaillait pour unique raison que de payer la dette, on pourrait le faire qu'en une année sans rien payer d'autre, ni les hôpitaux, ni les professeurs, ni les routes, ni rien de ce qui fait notre vie nationale. 100% de dette, il y a des intérêts. On n'emprunte pas à la banque gratuitement. Alors aujourd'hui, les intérêts sont faibles, chacun le constatera. Ils vont un jour augmenter. Si ces intérêts augmentent et augmentent fortement, comme notre deuxième poste de dépense, c'est le remboursement de nos dettes, imaginez un ménage dont le deuxième poste de dépense, ce ne serait pas son loyer, ce ne serait pas ses vacances, ce ne serait pas l'éducation de ses enfants, ce serait de rembourser sa banque, eh ben on serait étranglé. Si vous êtes étranglé, vous appartenez à ceux qui vous prêtent. Votre banquier il a plus de poids sur vous quand vous lui devez beaucoup d'argent que quand vous ne lui en devez pas. Il vous dit, il ne faut pas faire ça, il faut faire site de dépenses, je te prive de chéquier. Bon. Et le problème, c'est un problème national. Quasiment la moitié de notre dette appartient à des étrangers. Et parfois des étrangers qui ne sont pas européens. Donc les banquiers étrangers ont sur nous un poids considérable de politique. Et quand on veut dire zut au président Poutine, zut au président Trump, zut au président chinois, si par ailleurs il nous prête, on a du mal à dire zut à son banquier. Donc c'est un choix de souveraineté que de diminuer cette dette. Je le dis d'autant plus que ça fait 40 ans que cette dette elle augmente comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire des économies et réduire ce déficit qui est la différence entre les dépenses et les recettes.
Les retraites, c'est une masse considérable d'argent. Et vous avez tout à fait raison de dire que nous sommes sur un système qui date de 1945, une idée que finalement le Conseil national de la résistance a eue, un moment où la croissance économique était entre 4 et 6%, où l'inflation était très élevée, où les prix de l'immobilier étaient très bas, où les gens devenaient propriétaires rapidement, où il n'y avait pas de chômage, ou quasiment pas de chômage, et où les personnes âgées mouraient très rapidement, avec des pensions très faibles. Et donc on avait un système de répartition. Ceux qui travaillaient, c'était les baby-boomers, et ils payaient pour ceux qui avaient fait la guerre, qui sont en retraite. Évidemment, les choses ont changé. D'abord, les baby-boomers sont partis, c'est des pépi-boomers maintenant, c'est eux qui sont en retraite. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent qu'avant. Ces gens, ils ont une croissance qui est désormais entre 1 et 2%. Quand on fait 2%, on est content. L'inflation est très faible, les prix de l'immobilier sont très élevés, on a beaucoup de mal à être propriétaire, et l'héritage ne se fait plus puisque les gens meurent en moyenne à 85 ans et donnent à leurs enfants qui ont 60. À 60 ans, vous n'avez plus besoin de faire votre vie, ou alors c'est qu'il y a un problème. Le but du jeu, c'est que le capital, avant, allait vers 35-40 ans. Donc on a un problème de répartition économique. Et comme c'est les cotisants d'aujourd'hui qui payent pour ceux qui sont en retraite, par ailleurs, moi je vais connaître la dépendance et mes enfants vont aussi connaître la dépendance. On est dans une génération où on a les parents dépendants, ou qui vont devenir dépendants, qui ont Alzheimer notamment, et on sera dans une génération grâce à l'espérance de vie, grâce au progrès de la médecine, où il y aura 2 degrés de génération en dépendance. Donc c'est un problème de finances publiques tout à fait énorme. Les retraites, c'est la moitié des dépenses sociales. Un peu plus de la moitié des dépenses sociales. Donc, vous ne pouvez pas faire une réforme de baisse des impôts ou de baisse des dépenses si vous ne touchez pas aux retraites. Et il y a 2 façons de toucher aux retraites, il n'y en a pas 150. Soit les gens travaillent plus longtemps, c'est-à-dire que vous demandez aux actifs, les gens qui travaillent aujourd'hui, de travailler 1 an de plus, 2 ans de plus, pour cotiser plus et pour moins dépenser, pour moins leur donner de retraite, puisqu'ils rentreront à la retraite plus tard, soit vous désindexez les retraites. Donc vous le faites payer aux retraités. Le choix du gouvernement, et quels que soient les gouvernements, ce sera absolument pareil. Même si un gouvernement gilet jaune devait arriver en place, ou je ne sais quel autre parti politique. Il n'y a pas 50 solutions. Alors après, il y a des régimes dingues qui font rien, et puis ils se retrouvent comme en Grèce, où ils sont obligés de baisser les pensions de retraite. Ça, c'est encore un autre système. C'est-à-dire, vous ne faites rien, puis vous attendez que ça se passe, et là, vos banquiers disent, pour rembourser la dette, il faut baisser les fonctionnaires, il faut baisser les pensions de retraite. Donc un gouvernement responsable doit dire aux gens, écoutez, regardez la situation dans laquelle on est, le poste des retraites, c'est le poste le plus important. En plus, on a de moins en moins de cotisants parce qu'il y a beaucoup de chômage et puis il y a peu de gens qui travaillent. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous vivez de plus en plus vieux, vous avez de plus en plus de pensions. Et donc, si on veut faire des économies, si on ne veut pas augmenter les impôts, voire les baisser, soit on désindexe par rapport à l'inflation, c'est ce qu'on a fait. Ça rapporte à peu près 4 milliards d'euros de ne pas indexer les retraites sur l'inflation. Soit on fait travailler les gens plus longtemps. Le gouvernement, il a respecté la promesse du président de la République. Il n'a pas touché l'âge de la retraite. Ce qu'ont fait tous les pays autour de nous. Ce qu'ont fait les 2 gouvernements. M. Sarkozy l'a fait, M. Chirac l'a fait, M. Sarkozy l'a fait, et M. Hollande avait dit qu'il ne le ferait pas, puis il l'a fait. Parce qu'il est pris par une équation budgétaire. Ce qu'ont fait tous les pays autour de nous. En Espagne, en Italie, votre graphique le montre très bien. Et le président Macron a dit qu'il ne le ferait pas, il va le faire. Non mais nous on a dit quoi? On a dit, on va faire la désindexation des retraites. On entend aujourd'hui que les retraités disent que ce n'est pas juste. Parce que notre retraite, elle ne suit pas l'inflation, on perd du pouvoir d'achat. C'est un argument qui n'est pas faux. Effectivement, en faisant ça, on donne moins aux retraités qu'auparavant. Alors, il y a une grande théorie économique, je sais qu'elle est tout à fait fausse politiquement parce que les gens ne le perçoivent pas comme ça, les retraités sont en moyenne plus riches que les actifs. Mais il y a toujours des distorsions, il y a toujours des gens qui vont dire « moi c'est pas vrai, je touche 900 € par mois parce que mon mari ne m'avait pas déclaré, ou je suis femme d'agriculteur ». Donc il y a évidemment de la pauvreté chez les retraités. Et moi, ce que je dis, et notamment ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'il va falloir choisir. Soit on réindexe ses retraites, si on veut tenir nos comptes publics, parce que si on veut faire n'importe quoi, évidemment, on peut tout faire. Mais soit on réindexe ses retraites, et dans ces conditions, il faudra réguler l'âge. Alors vous pouvez dire les gens qui ont commencé à 15 ans, ils doivent partir plus tôt en retraite. Les gens qui sont ouvriers maçons à 65 ans, ça n'a rien à ça n'a pas de sens qu'ils soient ouvriers maçons. En revanche, les cadres peuvent travailler plus longtemps. Il y a plein de curseurs que vous pouvez bouger. Soit vous dites je ne touche pas à l'âge de la retraite, et dans ces cas-là, il faut bien expliquer à tout le monde que forcément, on va devoir serrer les vis de la dépense. C'est comme si on disait à quelqu'un que son budget logement ne devrait pas être touché le jour où il a perdu son emploi. Vous voyez ? Vous êtes plutôt favorable à reculer l'âge de départ à la retraite? Moi, c'est la question. Il y a une opinion qui doit se faire sur qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société. Voilà. Si les gens veulent beaucoup de services publics, il ne faut pas dire qu'il faut baisser les impôts. Si les gens disent moi je veux réindexer les retraites,
faut en tirer des conséquences ailleurs. Puisque moi, mon seul critère qui fonctionne, si j'ose dire, et c'est mon rôle, il faut bien qu'il le rappelle, c'est qu'on doit avoir des comptes à peu près équilibrés. Donc ma position personnelle, c'est de dire dans tous les pays d'Europe, on a travaillé plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, et que je crois qu'on doit bien à nos aînés le fait de travailler plus longtemps, parce qu'ils ont reconstruit la France. Bon, ils ont certes profité des 30 Glorieuses, mais ils ont reconstruit la France. Moi, je ne suis pas défavorable, pour répondre à votre question, monsieur, à ce qu'on travaille plus longtemps. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une autre question, on reste toujours sur les dépenses publiques. Vous l'avez dit, la dépense sociale en France est très importante. Sur le point des prestations sociales, Bruno Le Maire, l'année dernière, s'était dit un temps favorable à les baisser. Vous y étiez opposé. Récemment, le 15 février dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a dit, lui, qu'on pourrait évoquer l'idée de conditionner le versement des aides sociales, par exemple, à des travaux d'intérêt général, etc. Alors, est-ce que c'est un coup marketing pour la droite ou est-ce que c'est une vraie piste à envisager pour le gouvernement ? Bon, je ne suis pas sûr que ça se compte en droite et gauche. Il y a plein de gens qui, sans doute, trouvent que le système social est trop généreux, puis plein de gens qui trouvent qu'il est très bien. Il a comme une énorme qualité, notre système, c'est qu'il sort de la pauvreté énormément de monde. Alors, il y a des gens qui ne sont pas riches, mais il faut bien avouer que 50 ans de vie entre le gaullisme et le socialisme ont donné, je crois, à la population française des filets de sécurité qui n'ont dans aucun autre pays au monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens pauvres. Ça veut dire que, normalement, dans un système, si vous regardez d'autres pays, et singulièrement d'autres pays européens, ils n'ont pas un système de protection. C'est en soi une qualité de civilisation. Et ça se paye, la civilisation. Les aides sociales, ça ne veut rien dire. Il y a énormément d'aides sociales. Par exemple, parmi les aides sociales, il y a à la fois le RSA, il y a à la fois l'APL, il y a l'allocation adulte handicapé, et puis il y a les allocations familiales. Bon, moi j'ai un gros mot absolu, je n'ai jamais vraiment compris, mais ça c'est vraiment un totem très fort de la société française, le principe de l'universalisation des allocations familiales. Quand dans les années 45-50, le général de Gaulle, en alliance avec les communistes et puis ce qu'on appelait les chrétiens démocrates, puisque la droite s'était disqualifiée à Vichy, n'a pas eu tellement son mot à dire, ont inventé le principe de l'universalisation des cotisations pour la sécurité sociale, en créant la sécurité sociale, et des allocations familiales. Il fallait reconstruire la France, il fallait encourager les Français à faire des enfants, parce qu'il fallait reconstruire le pays. Et puis par ailleurs, les Français, et notamment les familles nombreuses, étaient très pauvres. Plus pauvres que les familles qui avaient 2 ou 3 enfants. C'était à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays en développement. Aujourd'hui, le drame français, c'est plus les familles nombreuses, à quelques rares exceptions près. C'est la femme seule qui élève 3 gamins. La femme seule qui élève 3 gamins, qui a été laissée tomber par son mari, qui vit dans un logement social à Cergy, qui prend le RER, qui va travailler, qui doit quasiment à 1 000 € faire 1 heure de trajet, aller 1 heure de trajet retour, puis qui revient, qui paye autant à la nounou ou la crèche, c'est elle qui est pauvre aujourd'hui. Donc, il faut que notre système social il s'adapte à la population. Il y a 60 ans, les allocations familiales, c'était important pour sauver de la pauvreté des familles nombreuses et les encourager à faire des enfants. Aujourd'hui, ce qu'il faut sauver de la pauvreté, c'est la femme seule avec ses 3 gamins qui a été abandonnée par son mari. Et la question est très compliquée vu les compositions familiales d'aujourd'hui. Donc l'universalité des allocations familiales, moi, c'est quelque chose qui ne me paraît pas tabou. Il y a des gens, y compris au gouvernement. Vous citiez Bruno, il est absolument opposé à l'idée qu'on parle de ça. Les syndicats sont très opposés à qu'on parle de ça. Moi, je dis, quelqu'un qui gagne plus de 5 000 € par mois, je ne comprends pas très bien pourquoi on continue à lui verser 60 € par enfant. C'est pas pour ça qu'il fera un enfant de plus. Enfin, voire pas à 60 € près, je pense que c'est pas le sujet. Et puis, je crois qu'on a plus intérêt à concentrer sur les familles monoparentales pauvres. Mais ça, c'est un débat très intéressant. Donc, quand vous dites « faut pas toucher aux aides sociales », moi, je suis pour qu'on touche aux aides sociales. Je pense qu'il faut juste rendre le système social plus juste. Alors, on fait un truc cette année qui n'est pas facile, mais que je porte, c'est la contemporanéisation, c'est un peu technique, des prestations, et notamment de l'APL. Quand j'ai fait le prélèvement à la source, j'ai dit quoi aux Français ? J'ai dit « vous allez payer votre impôt au moment où vous touchez votre revenu ». Il n'y aura plus de décalage. Parce que depuis qu'on a créé l'impôt sur le revenu en 1920, il y avait 1 an de décalage. Et donc nous avons rendu contemporain le fait qu'on touche l'argent et qu'on paye l'impôt. Alors cette année, c'est un peu compliqué parce que c'est l'année de transition, mais à partir de l'année prochaine, il n'y aura aucun problème. Du coup, grâce à ces bases de données, à cette idée nouvelle de la contemporanisation, j'ai en direct toutes vos ressources. Et je sais donc en direct, moi le ministre des Comptes, si vous rentrez ou pas dans les critères des prestations sociales. La question de la fraude est une question très intéressante et très importante, mais aussi est-ce que vous avez le droit à cette prestation ? Vous touchez peut-être l'APL. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui touchent l'APL. Puis peut-être que demain ou après-demain, ils vont travailler. Ils sortent de l'ESSEC, en général, ils ont un boulot, et en général, ils ont un boulot mieux payé que la moyenne des Français. Vous n'aurez plus le droit à ces APL, officiellement. Mais parce qu'il y a un décalage de 2 ans dans le versement des prestations, il y a ici des étudiants qui touchent les APL, demain vont travailler, normalement ne devraient plus toucher ces APL, et vont les toucher. Alors il y a peut-être ceux qui spontanément iront à la CAF, diront « Oh,
Vraiment, je touche une APL, je ne veux plus la toucher, je rends l'argent. Bon, c'est bravo, mais ils sont quand même moins majoritaires qu'on ne le pense. Et ça coûte à peu près 1 milliard d'euros chaque année à l'État. Le fait de donner aux gens, au moment où ils en ont besoin, les prestations. Alors c'est un travail énorme, puisque vous devez faire comme l'impôt à la source, que chaque chose rentre dans chaque case et puis s'adapte à votre vie, qui est complexe. Vous divorcez, vous mariez, vous avez des enfants, vous perdez un emploi, vous fâchez avec vos parents. Enfin bref, c'est ça qui est compliqué dans la politique et c'est ça qui est très intéressant. Donc je ne suis pas pour baisser les prestations, pour répondre à votre question. Monsieur Wauquiez le propose, par exemple. Je suis pour différencier certaines prestations, notamment les tabous de l'universalité. Et personnellement, je trouve que la contemporanéité, c'est un moyen d'être juste et de rapporter de l'argent. Monsieur le ministre, vous êtes le comptable de la nation, mais vous êtes également le ministre de l'Action publique. Nous aimerions donc passer à la deuxième partie de ce débat sur la modernisation de cette action publique qui concentre 2 volets majeurs. Le premier, un changement de paradigme de l'intervention de l'État dans l'économie, et le second, une simplification du service public à l'usager. Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est en vigueur et offre une vraie révolution dans la manière dont l'État collecte l'impôt. Cette réforme a été mise en place dans les années 40, avant d'être supprimée en 1948, et depuis, ça fait donc plus de 60 ans, 70 ans, que ce dossier est sur la table de chaque ministre. François Hollande a essayé de la mettre en place, et finalement c'est vous qui aujourd'hui en êtes chargé. Pas de François Hollande, du dossier. Comment ? Non. Absolument, de ce dossier. Mais monsieur le ministre, ça fait 60 ans que la réforme est là. Est-ce à dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ? Bon, d'abord, je vais vous dire, quand je suis devenu ministre, effectivement, le président Hollande et notamment quand j'ai eu passation de pouvoir avec Michel Sapin, qui était ministre de l'économie, il m'a dit « tout est prêt pour l'impôt à la source ». Ben, je lui ai dit « ouais, c'est super, mais parce qu'il y a un moment, pendant quelques minutes, où vous vous parlez en tête-à-tête pour passer le dossier. » Je lui ai dit « mais pourquoi tu l'as pas fait alors ?» Bon, il me dit « bon, on va y aller parce qu'il faut qu'on... » Bon, donc... j'ai rencontré beaucoup de ministres du budget qui auparavant m'ont dit que c'était prêt. Jean-François Copé me l'a dit parce qu'il avait essayé de le faire sous Jacques Chirac. Bon, bref. Le président Giscard d'Estaing m'a dit qu'il avait pensé à faire l'impôt à la source. Quand quelque chose est trop facile mais que personne ne le fait, c'est qu'il y a un problème. C'est comme au poker. Hein. Quand vous demandez quel est le lapin, c'est que c'est vous. Hein. Donc vous dites, ce truc est un peu bizarre. Donc j'ai été voir le président. Je dis, bon, ça me paraît intéressant, mais enfin, je veux bien 1 an de plus pour bien regarder. J'ai commandé un audit de l'inspection des finances, j'ai demandé à un cabinet extérieur de regarder, j'ai moi-même rencontré les entreprises, les collectivités locales, enfin tout le monde, puis je me suis aperçu que c'était un sujet très compliqué à mettre en place. C'est très simple pour les Français désormais, mais très compliqué à mettre en place. Et imaginez, en plus dans la période dans laquelle on a fait finalement, en janvier dernier, si on s'était trompé, si on avait prélevé aux Français 2 fois plus que ce qui était normalement prévu, quel drame ça aurait été. Bon. Surtout que l'État, et singulièrement le président de la République, ont été très marqués par des grandes erreurs de vie administrative. Alors, monsieur le préfet, là, je ne voudrais pas le déranger, mais la carte grise, c'est un truc que tout le monde en entend parler, malgré le travail très important des services de la préfecture. On ne peut pas dire que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, a très bien organisé ce sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Louvois, le paiement des pensions pour les militaires. On a entendu pendant 15 ans après parler des pauvres militaires qui ne recevaient pas leur pension pendant plusieurs mois. Bon. Donc, avant de faire un projet de transformation comme ça, pour répondre à votre question, il faut vraiment être sûr. Puis quand vous êtes sûr et que vous pensez que c'est utile, eh ben, on y va. Et donc, je ne sais pas si c'est dans les vieux pots, mais en tout cas, je crois que si vous voulez faire ce genre de réforme, il faut vraiment que vous y mettiez du matin au soir. Et il ne faut pas que vous disiez bah, c'est pas grave, c'est le directeur général des finances publiques qui le fera, ça ne marche pas, ça sera de sa faute. Je pense qu'il faut que vous soyez convaincu du dossier et puis que vous portiez la bonne parole. Une fois que j'ai été sûr, parce que j'ai la chance d'avoir des fonctionnaires à Bercy loyaux, efficaces, compétents, d'une grande rigueur, une fois que j'étais certain, j'ai joué mon capital politique, si vous prenez cette expression. Et je suis très fier d'avoir fait cette réforme. Et quoi qu'il en soit demain, je pourrais toujours me dire, avec les agents des finances publiques, j'ai fait une réforme qui marque la vie quotidienne des Français. C'est rare quand on fait de la politique. Le maire peut marquer la vie quotidienne de ses habitants. Il fait un nouveau quartier, il crée une nouvelle école, il a une politique éducative particulière, il trouve des logements. Mais il est rare que les ministres puissent se dire ça c'est moi ou ça c'est nous. Voilà. Et moi je suis assez fier pour mes agents, pour le service public, de dire voilà, la France a été capable de faire cette réforme. Peut-être que c'est parce que beaucoup avant moi ont beaucoup maturé dans les vieux pots, hein, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut quand même mettre un certain nombre d'ingrédients, sinon la confiture n'arrive pas. Quoi. Merci Monsieur le Ministre.
Une autre question sur la pédagogie en fait, de l'État avec les citoyens, avec les usagers des services publics. Donc, sur beaucoup de projets, on peut voir ou on peut penser que l'État a peut-être manqué de pédagogie. C'est peut-être le cas avec l'ISF, où pour tout le monde, cet impôt a été supprimé, alors que dans le fond, on a toujours un impôt sur la fortune, simplement l'assiette en a été modifiée. Donc, ce qui du coup suscite des tensions, suscite un peu des levées de boucliers, alors qu'à l'inverse, par exemple, pour le cas du prélèvement à la source, vous avez été très pédagogique, vous avez multiplié les passages sur les plateaux télé, vous avez envoyé des lettres aux Français directement pour l'expliquer. Alors, pourquoi ne pas faire ça pour à peu près toutes les réformes? Et dans le fond, la vraie question, c'est, Monsieur le ministre, moderniser l'action publique, n'est-ce pas aussi prendre le temps d'expliquer aux Français où on les emmène? Ouais, si, sans doute. D'ailleurs, je pense que... Enfin, moi, j'ai l'expérience d'un élu local. Vous ne transformez pas un quartier, vous ne changez même pas le sens d'une rue sans avoir à réunir 40 fois les habitants, qui parfois disent des choses contradictoires. Mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut éviter deux extrêmes dans la vie politique. C'est pas facile parce que là, on est dans des fauteuils très confortables, c'est très sympa, mais une fois que vous êtes au charbon, c'est différent. Bon. Donc il faut essayer de ne pas être trop prétentieux. Mais il y a l'extrême du mandat impératif, de dire ce qui est écrit dans le programme, où il faut absolument écouter ce que dit l'Assemblée de quartier, parce qu'il faut vraiment, vraiment écouter ce que disent les gens au moment où ils le disent. Alors c'est que là, on ne fait plus de politique. Ça, c'est une crise de la représentation et c'est très grave, parce que les mouvements de la foule peuvent aller très loin dans des choses que nous ne souhaitions pas. Et il y a plein d'histoires dans l'histoire de France, justement, qui montrent qu'il ne faut pas toujours écouter la foule au moment où elle parle. Le rôle d'un élu, c'est de faire tampon, justement, d'interpréter, de discuter, d'essayer de raisonner. Donc, il y a l'idée que la foule a toujours raison, ou que le peuple réuni en agora aurait toujours raison. Ça, je pense que c'est une idée à combattre. Et puis, il y a l'idée extrême que les élites, ou une fois que vous êtes élu, vous n'avez plus à écouter, ou parce que vous êtes expert, vous n'avez plus à écouter, parce que vous êtes plus intelligent que la moyenne, ce qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas l'intelligence qui fait le bonheur. Hein. Il y a plein de gens très intelligents qui sont très malheureux ou qui sont particulièrement incompétents. Ça peut tout à fait arriver. Donc il faut éviter d'écouter tout le temps et prendre ça comme monnaie absolument courante et n'écouter personne. Donc c'est pour ça qu'il y a, je crois, des bons et des mauvais politiques, comme il y a des bons et des mauvais chasseurs. Hein. Je crois que vous devez apporter tout doucement. D'abord, il y a un art de la conviction qui est très important. Les gens vous font confiance ou vous font pas confiance. Et vous devez expliquer, sentir quand vous avez convaincu ou pas convaincu. Ce qui est très important dans l'opinion d'aujourd'hui, c'est plus facile à faire dans une mairie que de le faire quand on fait une réforme comme l'ISF, évidemment. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que le grand enjeu de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'incroyable constat que la vérité est devenue une opinion. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes pour ou pas le modèle social français? Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Bon, ça, c'est une discussion, elle se respecte, il y a des élections, il y a des gens qui représenteront le fait qu'il y en a des pour, des contre, ils seront élus, ils feront un programme. Bon. Mais la vérité, c'est quand même la vérité. Par exemple, si je vous dis, voyez, la dette, c'est grave parce qu'on paye des taux d'intérêt. Il y a quand même des gens qui aujourd'hui me soutiennent, mais mordicus, que la dette, ce n'est pas grave. Et qu'on peut, parce qu'on est la France, emprunter toute notre vie. Alors, vous dites, bah non, regardez, moi je paye des intérêts. Oui, par exemple, les retraites, moi j'ai eu beaucoup ça dans le grand débat, les gens qui disent, mais les retraites, c'est un bien collectif. On a travaillé toute notre vie, c'est un bien collectif. Oui, bah, c'est très sympathique. Enfin, la vérité, c'est qu'il faut quand même emprunter de l'argent pour payer les retraites. À la fin des fins, quelqu'un emprunte à la banque. Et que la vérité devienne une opinion, c'est quand même un des drames de notre temps, et notamment des drames des médias. Aujourd'hui, les gens débattent pour savoir si la Terre est ronde. Alors il y a un mec qui vient sur BFM et qui explique, bon, moi je pense que la Terre est ronde, je dis moi je pense que la Terre est pas ronde, bah débattez, puis votre opinion se vaut. Puis s'il commence à dire, mais attendez, la Terre elle est pas ronde, la Terre au contraire, pardon, elle est ronde, il dit arrêtez d'être prétentieux, moi c'est mon opinion, vous devez la respecter. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même de débattre politiquement quand on fait un certain nombre de choses, surtout qu'à la télé, vous avez 15 secondes pour dire une phrase à peu près intelligible. Sinon, on vous coupe bien sûr immédiatement. Ça rend très difficile le métier de femme ou d'homme politique, quelles que soient d'ailleurs les opinions. Puis un deuxième sujet qui me paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, le grand enjeu d'un élu, s'il veut convaincre, c'est d'agrandir la part des personnes qui ont une opinion éclairée sur un sujet. Parce qu'on peut tous se dire ici, il y a trop d'impôts, ou il y a trop de dépenses, mais on n'aura pas fait avancer le schmilblick. Si on ne rentre pas tous un petit peu dans la complexité du sujet pour dire, bah voilà, pourquoi il y a trop de dépenses, pourquoi il y a trop d'impôts, pourquoi c'est difficile, on n'a que des slogans, et les slogans, ça ne gère pas une ville, ça ne gère pas une préfecture, ça ne gère pas un ministère. Voilà.
Et notre travail, c'est pour ça que la pédagogie est sans doute très importante, c'est d'augmenter la part de connaissance des sujets qu'on essaye de pousser. C'est très compliqué parce que normalement, les gens disent bah, « vous êtes prétentieux, arrêtez de nous expliquer, on veut que vous fassiez ». Bah oui, mais d'accord, mais il faut que je prenne le temps de discuter pour vous convaincre aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait jamais l'unanimité. Un homme politique qui aimerait plaire tout le temps à tout le monde, il serait voué à la défaite. Ce qu'il faut, c'est essayer de convaincre. Et c'est pour ça que la majorité est importante, de remporter la majorité. Et ce qui est très inquiétant, et j'en terminerai par là, c'est qu'on ne voit plus très bien où est la majorité aujourd'hui en général. Aujourd'hui, vous avez remarqué que depuis la chute du mur de Berlin et les 10 années qui ont suivi, les partis politiques, les syndicats, ce qui expliquait de A à Z une opinion publique n'existe plus. Les partis sont très faibles, les syndicats sont assez faibles, les corps intermédiaires sont assez faibles. Alors qui est responsable de ça? Ça pourrait être assez loin. Par contre, les gens se mobilisent pour des causes. La cause animale, la cause des femmes, la cause des gilets jaunes, la cause des pigeons sous l'époque de M. Hollande pour la question du financement de l'économie. Bon, et demain, il y aura peut-être une autre cause. Et une fois que la cause est défendue, le mouvement se meurt. Et c'est très inquiétant parce que la cause, elle ne défend pas l'intérêt général. Ce qui est important, c'est que vous puissiez faire un arbitrage d'intérêt général. Monsieur le maire, il fait un arbitrage d'intérêt général, il ne fait pas un arbitrage par cause. Il dit à ses adjoints, arrête d'être égoïste, pense à ton voisin. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui, pour répondre à votre question, de faire une réforme comme l'ISF, qui est payée par très peu de Français, qui est totalement, ça c'est mon opinion, qui n'a été copiée. La vérité, c'est que l'ISF n'a été copié. Voilà, la différence entre la vérité et l'opinion. L'ISF n'a été copié dans aucun pays européen. Pas besoin de faire déposer un brevet dessus, personne ne le copier. Bon. Ça, c'est une vérité. Dire quand même aux Français, il y a peut-être un problème que l'ISF, il n'y a qu'en France que ça existe. Puis par ailleurs, vous aurez constaté qu'on a l'ISF depuis 30 ans et on a 10% de chômage et toujours pas d'industrie. Bon, peut-être qu'il y a peut-être un petit rapport. Donc ce qu'on dit, ce qu'on a essayé de dire, et peut-être ce qu'on a sous-estimé pour répondre à votre question, c'est que c'est dans le programme du président, et on dit bah, c'est dans le programme du président, les gens votaient, ils sont d'accord. En fait, c'est pas parce qu'ils ont voté qu'ils sont d'accord, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Ce qu'on dit, nous, c'est attendez, on vient de supprimer l'impôt, on ne peut pas changer de fiscalité tous les ans. C'est très important de laisser sa chance au produit, si j'ose dire. Ça rapporte que 3 milliards l'ISF en plus, hein, pour les 170 milliards de TVA. Là. Bon. Alors qu'il y a quand même une chance que ça fasse baisser le chômage, qu'il y a des gens qui reviennent investir dans notre pays, et que finalement l'ISF, ce n'est pas un impôt qu'on a supprimé pour les riches, mais c'est un impôt qu'on a supprimé pour avoir de l'emploi. Bon, bah, arriver à la démonstration, je vous en remercie, sans être coupé sur BFM ou sur une radio, c'est assez compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en plus, quand le monde est devenu assez hystérique, ça devient très compliqué. Donc peut-être qu'il faut plus de pédagogie, mais si vous mettez trop de temps à discuter, bah, les gens disent bah, vous avancez pas. Merci, Monsieur le Ministre. Autre question sur le statut de fonctionnaire et sur la réforme de la fonction publique. Votre projet de réforme de la fonction publique prévoit d'embaucher davantage de contractuels pour des missions à responsabilité, pour des durées de 5, 10, 15 ans. On a un certain nombre d'étudiants ici à l'ESSEC qui s'intéressent à la fonction publique sans nécessairement avoir envie de passer des concours administratifs ou de s'enfermer dans une carrière. Alors, notre question, Monsieur le Ministre, quel est tout simplement l'avenir du statut de fonctionnaire en France? Bon, moi, je suis attaché au statut de la fonction publique. Après, la question, c'est est-ce que ce statut, ne faut-il pas le moderniser, l'adapter à notre temps, et 2, est-ce qu'il doit s'appliquer à tous les agents publics? Pourquoi on a créé le statut de la fonction publique? En 1944, le général de Gaulle, arrivant au pouvoir, ne veut pas donner aux communistes des ministères régaliens. Thorez était à Moscou. Il est vrai que les communistes ont participé à la libération de notre pays, mais de Gaulle considérait que c'était des séparatistes qui servaient plus Moscou que la France. Mais en même temps, il ne pouvait pas avoir la majorité à l'Assemblée, et puis il ne voulait surtout pas faire la reconstitution du pays sans les communistes. Et donc il a eu un deal avec Maurice Thorez, qu'il a nommé ministre de la fonction publique, et il lui a dit, voilà, dans le consensus politique de l'époque, Thorez a dit, moi je viens si je donne aux fonctionnaires, c'était une grande revendication des années 20 et 30, un statut protecteur. Et de Gaulle, ça lui allait bien, puisque par ailleurs, il fallait reconstruire le pays, on avait besoin d'agents forts, et puis de Gaulle était assez interventionniste, il faut bien le dire. Mais entre 1944 et maintenant, il y a eu un peu de choses qui ont changé. Alors c'est là qu'on a un petit peu de mal parfois avec les syndicats, parce qu'ils restent sur une idée de ce qui est figé. Aujourd'hui, si un étudiant de l'ESSEC qui ne veut pas être fonctionnaire, mais qui a envie de servir son pays, soit en créant une entreprise, il va servir son pays, mais en rentrant dans la fonction publique pour servir pendant 3, 4, 5 ans, parce qu'il y a un projet qui l'intéresse, parce qu'il se dit, bah, tiens, moi j'ai envie de faire telle chose dans l'État, pourquoi l'obliger à devenir fonctionnaire à vie?
vous et moi, on va changer 5 fois de métier, peut-être 15 fois d'employeur. C'en est fini d'une personne qui commençait à l'usine textile à 18 ans et qui termine à 60. On va changer. Il n'y a aucune raison que seuls les fonctionnaires ne changent pas. Il y a des gens qui font les allers-retours entre le privé et le public, et tant mieux. Et vous aurez peut-être envie, à des moments donnés, de gagner de l'argent parce que faire une aventure dans le privé, puis à un autre moment, dire je gagnerai moins d'argent, mais c'est pas très grave parce qu'il y a un projet qui me plaît. Moi, j'ai envie de servir l'armée, j'ai envie de servir le budget parce que je veux que les comptes soient équilibrés, j'ai envie de servir le logement. Et l'État a besoin de gens qui viennent d'ailleurs pour l'aider. C'est d'autant plus vrai que si on applique ça à désormais un grand pan de l'administration française, qui est notamment la modernisation de l'administration, aujourd'hui, demander à quelqu'un qui fait de l'informatique de venir dans l'État, on ne va pas l'embaucher pour 40 ans absolument, parce que demain, il y aura une nouvelle révolution technologique. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Après-demain, ce sera autre chose. Et on a besoin de former. Voilà. Et monsieur le maire, peut-être que monsieur le maire n'est pas d'accord, mais il a des contrats de projet, peut-être c'est pour ça qu'on fait des contrats de 5 ans. Quand vous faites une ZAC, quand vous refaites un quartier, une fois que vous embauchez des gens, des urbanistes, moi je refais des quartiers dans ma ville, les urbanistes, j'en ai pas besoin toute ma vie, j'en ai besoin quand je refais le quartier. Donc l'idée, c'est la souplesse. Donc je suis attaché au statut, et je crois qu'en même temps, il faut mettre de la souplesse. Et ça, c'est très important, parce que sinon, vous n'allez pas réconcilier le privé et le public, me semble-t-il. Et c'est l'un des objets que nous mettons en place dans la réforme de la fonction publique que nous portons. Il y a également la question de la réduction du poids de la fonction publique qui cristallise cette réforme aussi de la fonction publique et les envies des Français de réaliser des économies. Pendant l'élection présidentielle, c'était un sujet essentiel. François Fillon, que vous souteniez à l'époque, proposait notamment de réduire le nombre de postes de fonctionnaires de 500 000 sur la durée du quinquennat. Aujourd'hui, la promesse du président de la République est de réduire d'ici à 2022, de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires. Et vous l'avez dit au début de ce débat, vous avez concédé à supprimer des missions afin, je cite, de ne pas renforcer le travail de ceux qui restent. Pourtant, les Français ne sont pas prêts à concéder moins de services publics aujourd'hui. Aussi, les économies demandées et rendues nécessaires aujourd'hui passent-elles nécessairement par une dégradation du service public, M. Darmanin ? Tout dépend de ce qu'on souhaite que l'État fasse. Est-ce que vous pensez que l'État doit toujours être présent partout ? Regardez, on a un débat en ce moment un peu dingue sur l'aéroport de Paris. Désormais, les Français considèrent, je vois 70% des Français considèrent qu'il ne faut pas qu'on privatise pas. D'ailleurs, on fait une concession. Dans 70 ans, on récupérera l'aéroport de Paris. Vous allez repayer d'ailleurs. Pardon ? Vous repérez, vous allez... Dans 70 ans, on récupère. C'est comme les autoroutes. On n'a pas privatisé les autoroutes. Je défends pas singulièrement. Vous allez indemniser l'acteur privé qui va... dans 70 ans, ça revient, la concession. Ça revient dans la salle de l'État, en l'occurrence de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est comme les autoroutes. On peut considérer que l'État a fait de mauvaises affaires. On peut d'ailleurs se demander pourquoi l'État a fait de mauvaises affaires. C'est très intéressant. Sans doute parce qu'on n'a pas autant de bons juristes que n'en ont les entreprises privées. D'où le fait qu'il faut attirer dans l'État des gens qui sont capables aussi d'être contre un certain nombre d'intérêts privés. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez... Aujourd'hui, 70% des recettes d'aéroport de Paris, c'est les boutiques de luxe d'Orly et de Roissy. La question, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas intérêt, nous, l'État, à gérer ça, et plutôt à gérer, je vais en Haute-Vienne, en Corrèze et en Creuse, demain, après-demain et après-après-demain, et à remettre des services publics dans les territoires en Corrèze. Quand on a peu d'argent, il faut prioriser. Donc c'est un débat qu'on doit avoir. Vous me parlez des services publics, je ne suis pas sûr que... Le bon choix politique, ce n'est pas moins 10% partout. C'est pas moins 10% de profs, moins 10% de policiers, moins 10% de gendarmes, moins 10% de militaires, moins 10% d'agents des finances publiques. La politique, c'est faire des choix. C'est dire c'est 30 gendarmes en plus et 2 infirmières en moins, ou 30 infirmières de plus et 2 gendarmes en moins. C'est ça la politique. Si c'est pour faire moins 10 à tout le monde, un comptable y arriverait très bien. Mais est-ce qu'augmenter le temps de travail dans la fonction publique, mais aussi parfois peut-être sur le contrat du travail privé, passer de 35 à 39 heures, ça permettrait également de faire des économies de poste? Oui, alors, bon, tout à l'heure, monsieur, je n'ai pas voulu revenir sur le sujet, et vous-même vous l'évoquez sur François Fillon. Moi, j'ai beaucoup de respect pour François Fillon, qui est un homme bien, avec qui j'avais de bonnes relations, mais je n'ai pas choisi François Fillon la première. Moi, j'ai choisi Nicolas Sarkozy, et c'est un point très important. Et vous voulez 300 000 fonctionnaires, par exemple. Mais pourquoi ? Non, mais Nicolas Sarkozy, justement, ne proposait pas 300 000 fonctionnaires en moins. Comme il n'était pas pour l'augmentation de la TVA, ce que voulait faire monsieur Fillon, et n'était pas pour les 35 heures, pour les 39 heures payées 35. Peut-être que je suis un peu trop social, mais je ne dirais pas aux agents publics, vous ferez désormais 39 heures, payées 35. C'est insultant. Monsieur Wauquiez le propose. D'abord, ça ne se fera jamais. Vous ne direz jamais à personne, travaillez 5 heures de plus et vous êtes payé pareil qu'avant. Comme dirait ma grand-mère dans le Nord, c'est des garnousettes. Hein, bon. Ou alors vous dites, c'est 39 heures, payées 39, encore faut-il que les fonctionnaires l'acceptent. Mais en imaginant que quelqu'un de très volontaire, sincère, comme Laurent Wauquiez y arrive, bon, il dit voilà, 39 heures, c'est de la dépense publique énorme. 30 milliards d'euros. Faire
travailler les fonctionnaires de 35 à 39 heures, c'est 30 milliards d'euros. Donc c'est en dépenses publiques, pas une bonne solution du tout. Et c'est, si jamais vous les faites travailler 39 heures, payer 35, une insulte faite aux agents qui travaillent et qui méritent d'être payés au nombre d'heures qu'ils font. C'est tout à fait logique. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de revoir les missions du service public. Par exemple, il y a deux solutions. Moins 10% pour tout le monde, ou vous arrêtez des missions. Moi, je supprime la taxe d'habitation. Il y a 3000 agents des finances publiques qui travaillent autour de la taxe d'habitation. Soit parce qu'ils l'envoient, parce qu'ils la reçoivent, il y a des contentieux. Vous savez que la taxe d'habitation, par exemple, il y a plein de contentieux parce que c'est à partir du 1er janvier, il y a plein de gens qui ne font pas leur changement d'adresse, donc ils vont avoir leur sorte des impôts, il faut y répondre. Les étudiants payent la taxe d'habitation, ils ne devraient pas la payer pour leurs revenus. Donc dans les villes étudiantes comme Poitiers, par exemple, c'est 35% des contentieux qu'il y a. Il y a les valeurs locatives. Bon, la taxe d'habitation, c'est un impôt qui génère beaucoup de temps fonctionnaire. On supprime l'impôt. Je supprime la mission. C'est très intéressant. Donc, plutôt que de dire moins 10% à tout le monde et je ne touche à rien, j'en retire des missions aux agents. Donc demain, ils n'auront plus de travail, ceux qui travaillent sur la taxe d'habitation. Ils ont ce statut. Là, j'ai deux solutions. Je fais un plan de départ volontaire. Alors, je n'ai pas de gros mots à dire, comme dans le privé. Donc je mets une somme d'argent dans le budget et je dis aux agents publics, allez, si vous souhaitez, on vous donne 1, 2, 3, on discutera en salaire pour partir et pour partir dans le privé. Mais je le fais que parce que j'ai supprimé les missions. Il y en a qui diront oui, et il y en a qui diront non. Ceux qui diront oui, ils quitteront la fonction publique. Ils feront autre chose. C'est pas très grave. Ils seront formés, on les accompagnera, comme dans le privé. Puis, comme c'est un plan de départ volontaire, on ne forcera personne de partir de la fonction publique. Ceux qui resteront, je les mettrai, entre guillemets, ailleurs. Je leur proposerai de faire autre chose, notamment de répondre dans les territoires ruraux. Je caricature très vite, je ne voudrais pas que ce soit mal pris, mais c'était pour la démonstration. Le sujet, quand je fais le prélèvement à la source, je simplifie énormément la vie de nos concitoyens. Ça prend moins de temps de traiter l'impôt que d'envoyer des feuilles, de recevoir des feuilles, que faire la déclaration. L'année prochaine, j'annoncerai sans doute qu'on mettra fin à la déclaration d'impôt. Vous n'aurez plus à faire votre déclaration d'impôt. Ça, c'est des fonctionnaires en moins qui faisaient la fonction pré-remplie. J'utiliserai une partie de mes agents pour faire autre chose. Donc ça me paraît plus intelligent. Mais ça prend du temps. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les gens me disent « Mais pourquoi vous n'avez pas supprimé 10 000 fonctionnaires tout de suite ?» Oui, il n'y a qu'à Faucon. Mais ça prend du temps, parce que vous respectez les gens, il faut les accompagner, il n'y a pas de mobilité forcée. Ils sont souvent mal payés, les agents publics. Ça, c'est un grand drame de l'État. Pas formés. Si vous pensez que dans la banque ou dans l'assurance ou dans les supermarchés, on va pouvoir remplacer les hommes par des robots et par des bornes numériques parce que Internet et l'informatisation va changer la vie des gens, ça se fera également aussi dans la fonction publique. Et nous, on ne forme pas assez nos agents. Merci, Monsieur le Ministre. On va donc aborder le traditionnel petit jeu des mardis. On va tout vous expliquer. Vous allez avoir des questions qui vont apparaître sur les écrans devant vous et vous allez devoir nous répondre de façon la plus honnête, on l'espère. Alors, première question. Le samedi après-midi, après une longue semaine à Bercy, à devoir imaginer un budget qui fait plus avec moins, pour vous défouler, vous êtes plutôt ski, un sport moderne, audacieux, qui aide à prendre de la hauteur quand la situation devient brûlante, la course à pied, pour les hommes dynamiques et pressés, ou le judo, un sport avec des valeurs fortes, l'honneur, le respect, le contrôle de soi. Et moi, je vais à la piscine. Mais parmi ces trois-là, j'aime bien le ski, mais ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Puis ça dépend les vacances, il faut que ça tombe l'hiver. Bon. Mais non, je cours un peu, mais je préfère la piscine. J'insiste. Merci. Autre question. Nous sommes dimanche soir, l'heure est venue de décompresser. Au menu de Ciné Dimanche, quel est votre film de prédilection? La Conquête, Sarkozy, l'Élysée, rien de mieux pour faire de beaux rêves. Le Loup de Wall Street, la finance, les milliards, ça ne vous quitte jamais. Ou Top Gun, de la virilité, de l'action, des règlements de compte. Et si Tom Cruise habitait Tourcoing, serait-il Gérald Darmanin? Mais Tom Cruise habite Tourcoing et il s'appelle Gérald Darmanin. La Conquête, sans aucune espèce de doute, d'abord parce que j'aime beaucoup la politique. Je trouve ce film, et d'ailleurs Polydaès, très efficace, très amusant. Je ne sais pas si j'en fais des rêves. Je pense que c'est très dur d'être président de la République et surtout, ça demande des sacrifices personnels que d'ailleurs Nicolas Sarkozy subit dans le film. Et c'est un moment sans doute intellectuellement très intéressant de voir que Sarkozy, à la fois, le but de sa vie, c'était sans doute d'être président et il a perdu la femme de sa vie
pendant ce moment. Donc je pense que ça devait être des sentiments très compliqués, très mêlés. Et la politique, c'est très dur, parce que vous êtes attaqué personnellement. Voilà, donc la conquête dont je connais, je crois, toutes les répliques par cœur. Voilà. Troisième question. Lundi matin, vous arrivez à Bercy et vous décidez de vous servir un bon café pour commencer la journée. Quel mug choisir? J'aime mon patron pour essayer de lancer une nouvelle tendance auprès des Français. Et puis Emmanuel Macron, il est quand même très sympa. On fait la bringue, car après tout, les soirées en boîte avec Castaner, c'est pas mal pour décompresser. Ou le lundi, je suis au bout de ma vie, votre mug favori après un week-end gilet jaune. Bon, si on est en direct, j'aime mon patron. Je voudrais le dire d'ailleurs, j'aime mon patron. La troisième, c'est une private joke, mais c'est moi qui l'ai posté notamment sur Instagram. C'était celle de ma collaboratrice, donc je me suis permis de trouver que c'était une façon un peu étonnante de commencer la semaine. Mais je trouvais ça assez drôle, comme je suis très second degré, je dirais le troisième, parce que je vais beaucoup moins en boîte. Quatrième et dernière question. Ministre à 34 ans, ça doit donner faim. Vous reprendriez bien un peu de dessert. Est-ce que vous prendrez un président pour les dorures, la grandiloquence, le gâteau des plus gourmands, le Matignon, puissant, fort en chocolat, mais toujours numéro 2 des ventes, ou alors les gaufres de chez Mère, célèbre institution lilloise, pour la tradition, le terroir et satisfaire de nouveaux appétits? Bon, vous allez trouver que je suis hypocrite, mais aucun des trois, parce que... si vous deviez choisir entre les trois. D'abord, après, vous le payez à la piscine. Si je vous dis les gaufres de chez Mère qui sont très bonnes, c'était les gaufres du Général de Gaulle, tout le monde va croire que je suis candidat à Lille et je passe mon temps à dire que je ne suis pas candidat à Lille. D'ailleurs, Martine, je ne suis pas candidat à Lille. Édouard Philippe est non seulement un très bon Premier ministre, mais en plus c'est mon ami. Et que je pense que son travail est assez impossible. Premier ministre, c'est vraiment un job très compliqué. Nous ne parlons pas forcément sous le quinquennat actuel ou les échéances très prochaines. Oui, enfin non, il faudra faire autre chose. Et puis président, c'est évidemment une fonction absolument incroyable, mais je crois qu'il faut des qualités humaines, des circonstances aussi, sans doute. Une détermination et accepter des choses dans sa vie personnelle que je ne suis pas tout à fait certain d'accepter. Donc, je ne prendrai pas de dessert, mais je prendrai... voilà. Merci. On va maintenant aborder la troisième et dernière partie, où nous allons nous intéresser à vous, à votre parcours et à votre vision de la politique française. Donc d'abord, monsieur Darmanin, vous avez une carrière, on peut le dire, qui suscite l'admiration. Issu d'un milieu modeste, votre mère était concierge et femme de ménage et votre père tenancier de bar à Valenciennes. Si je peux me permettre, voici un court extrait de votre parcours. À 26 ans, vous rentrez au cabinet de David Douillet. À 29 ans, vous êtes élu député. À 31 ans, maire de Tourcoing. À 33 ans, conseiller régional des Hauts-de-France et coordinateur de la campagne pour les présidentielles de Nicolas Sarkozy. Et à 34 ans, ministre du budget sous le gouvernement Philippe. Comment, en partant de zéro, est-ce qu'on va si vite, si loin? Non, on part pas de zéro, on part jamais de zéro. Moi, j'ai été aidé. Enfin, j'avais une famille, comme on dit dans le Nord, pauvre, mais courageuse. J'ai vu ma mère se lever tôt le matin, mon père aussi. Ils m'ont tout fait pour que je puisse faire des études. Voilà, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé. Je pense que les gens qui disent je me suis fait tout seul, ça n'existe pas. Après, j'ai eu des circonstances. La fortune sourit aux audacieux, donc la chance, elle se provoque un peu peut-être. Et puis il y a des gens qui ont de la chance et il y en a qui n'en ont pas. Non, j'ai pas du tout l'impression de partir de rien. Au contraire, je pense d'ailleurs que j'aurais pas aimé être enfant de riche parce que je crois que quand on est enfant de pauvre ou enfant modeste, on a plus de rage sociale que les autres. Donc ça donne une énergie, à mon avis, supérieure au capital financier que peut donner vos parents. Ça, c'est ma théorie personnelle. Et puis je suis nul parce qu'à 34 ans, Mozart était déjà mort et avait fait plein de trucs avant. Donc, Mais si vous aviez un conseil à donner à des ESSEC qui aimeraient avoir un parcours comme le vôtre? Faut arrêter de faire l'ESSEC et aller au cantonal, quoi. Parce que, bon, c'est très bien de faire des grandes études, j'en ai pas vraiment fait. J'ai fait un IEP de province qui était très sympathique. On ne peut pas penser que ce sont des grandes études.
Moi, je suis très respectueux des gens qui ont des diplômes et qui ont réussi des concours. Je suis pas du tout, j'ai pas le snobisme de quelqu'un qui dit faut arrêter les grandes écoles. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'il y ait un classement. Je trouve très bien qu'il y ait des grandes écoles. Ce que je trouve moins bien, c'est qu'on a l'impression qu'il ne faudrait pas que les gens qui font ces grandes écoles pensent qu'ils sont l'élite. Je rappelle que Zola a loupé 2 fois le bac. Ça devrait tous. Alors je connais des mecs qui écrivent très très mal et qui sont normaliens. Hein, donc je crois qu'il faut relativiser. Il faut essayer d'avoir ce recul sur soi. De Gaulle disait, paraît-il, paraît qu'il avait fait une conférence à l'école polytechnique et il avait dit aux polytechniciens, l'important, c'est pas de sortir de polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Je pense que c'est une très jolie phrase. Mais quand on est ministre à 34 ans, c'est quoi la suite? Est-ce que vous êtes à l'apogée de votre vie politique? Alors ça, c'est très très con comme question. En plus, on me l'a fait jamais. Enfin, franchement, vous êtes original, monsieur. Non, mais parce que vous disiez Matignon non, l'Élysée non, Lille non. Il y a plein de choses dans la vie. D'abord, il y a d'autres ministères possibles. Moi, je suis très heureux à Bercy. C'est incroyable d'être ministre dans le gouvernement de la République, pouvoir parler au président de la République, de dire au président... Mais vous savez, c'est une question très intéressante, ça. D'abord, je pense que le pouvoir n'existe pas vraiment. Si vous aimez le pouvoir, il faut faire autre chose. Faire patron de Google ou de Facebook, et encore, c'est un pouvoir très limité. Le pouvoir de décider seul n'existe pas. Même le président de la République, même M. Trump, ils n'ont pas un pouvoir absolu. Il y a des contraintes, la population, les médias, les scandales, les Chinois, bon, les gilets jaunes. Donc, si vous pensez que la politique, c'est le pouvoir, vous allez être déçu. Ou alors vous faites dictateur et ça se termine mal, quoi, hein. Bon, souvent, ça se termine mal. Non, ce qui est intéressant, c'est avoir de l'influence. Et moi, indépendamment du fait que je gère un ministère absolument formidable, j'ai 130 000 agents sous ma responsabilité. Comme j'ai dans mon cabinet que des gens très intelligents, plus intelligents que moi. Je rencontre des gens formidables par ailleurs. J'ai vraiment une vie totalement passionnante. Et je fais des choses intéressantes. Indépendamment de ça, je trouve que l'une des plus belles choses que me donne la République, c'est de pouvoir faire ce que font pas les Français et de dire au président de la République, au Premier ministre, ce que je pense quand il me le demande et même quand il ne me le demande pas. Et ils ne suivent pas toujours mes avis, bien évidemment. Mais d'avoir la possibilité de dire au président de la République de son pays quand on aime son pays. Moi, franchement, je ne le sens pas, ça. Ou je ne suis pas d'accord. Ou vous devriez faire ça. Ben, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est pour ça qu'il faut parler et qu'il faut dire ce qu'on pense. Après, il faut être solidaire. Ça, c'est normal, c'est une équipe. Ben, vous voyez, pour ça, être ministre, c'est quand même assez formidable. De pouvoir dire des choses à des gens qui décident. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que je fais. Et vous ne cachez pas votre attachement à votre territoire. D'ailleurs, vous serez candidat sur la liste à Tourcoing. Vous dites que vous ne savez pas encore dans quelle position. En tout cas, vous devriez l'être pour les prochaines élections municipales. Et eu égard à vos mandats antérieurs, vice-président de région, vice-président de la métropole européenne de Lille, est-ce que vous pensez nourrir à l'avenir d'autres ambitions dans votre territoire? On sait notamment que le rôle de la métropole pourrait être amené à grandir prochainement. Il y a des questions sur l'échelon départemental. Ouais, d'ailleurs, si je devais être candidat, je ne vous le dirais pas. Et si je le dirais, je ne le dirais pas ici. Chacun le comprendra. Ou alors, vraiment, je commencerais très mal. Bon. Et puis, non, mais vous avez toujours envie de servir votre territoire parce que, c'est encore une fois, vous êtes très attaché. C'est là où vous êtes né, c'est là où vous avez envie d'aider les gens, c'est là où vous avez quelque chose de concret à faire. Mais je pense qu'il faut, je sais que personne ne croit quand je dis ça, mais il faut aussi penser qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de la politique. Hein? Moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai envie de lire des bouquins, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de voyager, il y a plein de pays que je n'ai jamais fait, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, faire d'autres métiers. Et j'ai la chance, vous parlez de l'âge, mais j'aurai la chance de changer de métier. Il y a des gens qui font de la politique qui ont 50, 55 ans. C'est compliqué après de se recycler, si j'ose dire. Moi, je terminerai le quinquennat, je n'aurai pas 40 ans. Bah, je me poserai sans doute la question de savoir si j'ai pas envie de faire autre chose. Peut-être que je continuerai à faire de la politique, je l'avoue bien volontiers. Peut-être que je me dirai, bah voilà, peut-être quelqu'un me proposera un job, peut-être que j'aurai envie d'écrire des bouquins, peut-être que je... Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer, parce que celui qui a un plan de carrière en politique, d'abord, ça va être un peu chiant de se dire, je sais pas, je serai président de la métropole, puis après je serai président de région, puis après je serai de nouveau ministre, puis après je serai député, puis après je serai en retraite, puis après je serai mort. Bon, bah, c'est sympa, mais enfin, rentrer chez vous, évidemment, la vie, c'est la surprise. Et puis de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Je pense que la vie politique, elle est comme les grappes d'innovation de Schumpeter. Tout est multiplié au carré tous les 6 mois désormais. T'as remarqué, depuis 10 ans, les scandales qui se multiplient. Regardez ce qui est arrivé à François Fillon, c'est absolument dingue. Ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, c'est absolument dingue. Les gilets jaunes, tout le monde s'attendait à une crise des banlieues, finalement, on a une crise de la population gilets jaunes. Dans 6 mois, il y aura autre chose. C'est ça qui rend passionnant la politique, c'est que vous ne pouvez pas prévoir. Et il ne faut pas prévoir. Il faut s'adapter. C'est important.
On va s'intéresser maintenant peut-être un peu plus au passé, plutôt qu'on aurait parlé d'avenir. Depuis vos 16 ans, vous appartenez à la famille de la droite républicaine. Xavier Bertrand a été votre mentor, puis Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui explique que vous ayez rejoint les rangs d'Emmanuel Macron en étant son ministre du Budget, alors que vous avez eu des mots même durs à son encontre, contre sa personne, mais aussi contre son programme? Bon, d'abord, moi, je suis toujours de droite. Moi, je considère que c'est M. Wauquiez qui est parti dans un autre endroit. Mais après, on peut avoir une discussion. D'abord, je ne suis pas parti des Républicains, on m'a exclu. Je constate d'ailleurs qu'on a exclu, on m'a exclu moi, on a exclu le Premier ministre, on n'a pas exclu Thierry Mariani lorsqu'il était sur la liste du Front National. Bon, chacun peut s'étonner, mais finalement, moi, j'y trouve plutôt une confirmation. Deuxièmement, moi, j'étais très marqué. Bon, je suis issu du Nord, comme vous l'avez dit, j'ai fait la campagne de Xavier Bertrand, qui est un ami, qui est de grande qualité. J'étais très marqué par la campagne des régionales. Bon, j'étais marqué par le fait que la première fois que j'ai voté, c'était Le Pen ou Chirac. Je suis de cette génération-là. Et puis j'étais très marqué du fait qu'on a failli perdre les régionales dans ma région, celle que j'aime, celle qui est une région de générosité au premier sens du terme, qui a vraiment failli, mais au sens premier aussi, basculer au Front National. Et quand la droite s'est scratchée, je crois avec un succès assez retentissant, de voir que Mme Le Pen était au second tour si haute. En tant que citoyen, vous pouvez aimer les partis politiques, mais vous dites qu'il y a un problème pour mon pays. La prochaine fois, elle va être présidente. Et que ça reste très égoïste de faire le jeu politicard. Et puis M. Macron a tendu la main. Et je trouve qu'il a une grandeur d'âme, pardon de le dire, hein, je suis rentré au gouvernement, j'ai plus grand-chose, si j'ose dire, à gagner, hein, de nommer Édouard Philippe Premier ministre. C'est-à-dire quelqu'un qui, lui non plus, n'avait pas voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Je trouve que c'est... Alors que vous gagnez la présidentielle. Chirac, il a nommé Raffarin, il n'a pas du tout écouté, il n'a pas regardé les résultats. Il a nommé quelqu'un de son camp. Emmanuel Macron, il a tendu la main. Et il a dit, bah voilà, le pays est tellement fragmenté, et finalement, quand on regarde ce qui se passe avec les Gilets jaunes, il n'avait pas tort. Le pays est tellement en difficulté, ça fait tellement longtemps qu'on ne fait pas les réformes, et tellement longtemps qu'on est à la limite du passage à l'extrême droite, que je propose aux gens raisonnables qui aiment leur pays de venir travailler avec moi. Donc il a nommé Édouard Philippe. Moi, je trouvais que c'était un acte très important. Aussi important, peut-être que je me paye de mots, mais que De Gaulle quand il fait rentrer Thorez. Le gagnant doit rassembler parce qu'il voit que la victoire a été très difficile. Et Édouard Philippe, c'est à la fois le Premier ministre et c'est aussi un ami que je connais depuis longtemps. Et avec Sébastien Lecornu, avec Bruno Le Maire, nous avons eu le même parcours. Nous n'avons pas soutenu François Fillon. Après, quand nos chefs ont perdu, on a été dans la logique de parti. Moi, j'ai refusé d'entrer dans la campagne de François Fillon, mais j'ai accepté un poste au parti. Et puis après, pour plein de raisons, même si M. Fillon a des qualités, encore une fois, et moi j'ai beaucoup de respect pour lui, il aurait dû voir qu'il ne pouvait pas gagner la présidentielle et il a accepté un virage vers une droite traditionnelle qui n'est pas du tout ma droite. Bon, moi, je suis plutôt une droite populaire, on va dire ça comme ça. Et pour d'autres raisons, Le Maire, Édouard, Lecornu sont également partis. Et quand Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe lui a dit, mais est-ce que la recomposition, elle va y compris jusqu'au sein du gouvernement? Et Macron a dit oui. Des gens de gauche qui sont issus de la gauche, des gens qui sont issus de la société civile et des gens qui sont issus de la droite. Et j'ai vu le président de la République longuement. Il a eu la gentillesse de me recevoir et nous avons discuté. Et j'ai considéré que le consensus, qui n'était pas l'ouverture, puisqu'il nommait un Premier ministre de ma famille politique. Je ne suis pas rentré au gouvernement, je ne serais pas rentré au gouvernement d'Emmanuel Macron si ce n'était pas Édouard Philippe, le Premier ministre. Il applique toujours la politique qui était prévue qui était annoncée par le président Macron et que vous avez notamment combattu durant la campagne. C'est pas tout à fait vrai. Moi, je rappelle que... Mais c'est pas tout à fait faux. Non, mais j'ai eu des différences avec le président de la République, bien sûr, mais c'est le président de la République, c'est lui qui a gagné devant les Français. Mais enfin, vous êtes bien sympathique, mais à la fin, le peuple a raison, qui vote pour le président de la République. La question, c'est ce qui vous sépare de lui est si important que dans un combat Le Pen-Macron, vous ne choisissez rien. Il y en a qui le font. Ou ce qu'ils disent, bon, moi j'ai des différences avec Emmanuel Macron, on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même histoire, on n'a pas tout le temps les mêmes convictions. Bien sûr, je n'ai pas les mêmes convictions absolument que le président de la République et même que le Premier ministre. Et même parfois, on en change. Vous changez sans doute d'avis. J'espère pour vous que vous changerez d'avis dans la vie. Moi, je suis devenu beaucoup moins définitif sur un certain nombre de sujets maintenant que j'ai un tout petit peu d'expérience. Moi, j'ai considéré que, vu la situation dans laquelle on était, le Premier ministre étant un de mes amis et je connais sa force de caractère, je connaissais peu le président de la République, j'ai considéré que, bien sûr, ça valait le coup et je ne suis pas déçu. Parce que c'était quoi mon autre solution ? C'était de soutenir M. Wauquiez dans mon parti. Et j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec le président de la République
qu'avec Laurent Wauquiez. Donc moi je ne suis non seulement pas déçu, je trouve que M. Macron est très courageux, et par ailleurs on peut toujours dire des conneries. Non mais on n'est pas obligé là, il y a encore des enfants dans la salle. Mais à l'époque, Laurent Wauquiez ne dirigeait pas encore le Parti des Républicains. Non, et mais d'ailleurs, c'était évident qu'il allait le devenir. quelques jours avant que vous entriez au gouvernement, 6 exactement, vous lanciez la campagne des législatives aux côtés de François Baroin dans le Nord. Ça faisait déjà 1 an et demi que vous étiez vice-président de la commission d'investiture du Parti des Républicains. Vous avez décidé des candidats du parti aux élections législatives. Vous avez soutenu le candidat des Républicains à la présidentielle. Et au moment de lancer cette campagne, 6 jours après, vous avez fait un revirement politique et vous êtes entré au gouvernement. Non. Pensez-vous pas que c'est une trahison pour les Républicains ? Ce n'est pas le cas. Non, moi, je pense que c'est les Républicains qui ont trahi le contrat social que nous avions avec le parti. Je vais vous expliquer. Lorsque Emmanuel Macron est président de la République, on ne sait pas qui va nommer Premier ministre. Des gens disent que ce sera Cazeneuve qui restera, d'autres parlent de Christophe Castaner, de troisième de Jean-Yves Le Drian, des personnalités issues de la gauche, respectables, mais issues de la gauche. Puis il nomme Édouard Philippe. Moi, je dis à Baroin, comme je dis à d'autres personnalités politiques, j'ai dit à Xavier Bertrand, j'en ai parlé longuement à Nicolas Sarkozy, c'est un secret pour personne que Nicolas Sarkozy, qui je crois est le chef spirituel de ma famille politique, m'a encouragé à rentrer au gouvernement. Chacun constatera d'ailleurs que le président Sarkozy a des mots beaucoup moins durs envers Emmanuel Macron que n'en a François Hollande, par exemple. Bon. Donc je crois que au moment où il nomme Édouard Philippe, moi je dis à la droite française, comme les Républicains, il faut accepter la main tendue. Parce que ça veut dire quoi, Édouard Philippe, Premier ministre ? Est-ce que c'est juste un coup ? Ou est-ce qu'on est d'accord pour que le lendemain de la présidentielle, c'était pas un combat Macron-Fillon, ce second tour de la présidentielle, c'était un combat Macron-Le Pen, on accepte l'idée de rentrer, non pas dans une coalition, le mot est un petit peu pompeux, mais en tout cas de comprendre qu'on a des choses à partager avec Emmanuel Macron. On croit en l'économie de marché, on croit en une certaine idée de la République. Bon. Ils l'ont pas voulu, mais il y a beaucoup de parlementaires qui ont accepté ça. Il y a beaucoup de parlementaires. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 70 circonscriptions où La République En Marche n'a pas mis de candidat face aux candidats des Républicains. L'idée, je crois, première du président de la République, moi je regrette que François Baroin ou Laurent Wauquiez ne l'aient pas accepté, c'était de travailler ensemble. Alors François Baroin ne l'a pas fait parce que je pense qu'il jouait sa carte et est tout à fait respectable. Et je crois que, pour ce qui concerne M. Wauquiez, il avait clairement des opinions très différentes de M. Macron, et il a des opinions très différentes de M. Macron. Alors justement, sur votre ancienne famille politique ou sur les partis traditionnels plus largement, quel est leur avenir selon vous ? Est-ce qu'ils ont encore leur place aujourd'hui dans ce nouveau monde avec au milieu un parti En Marche difficile à classer, à catégoriser ? Les partis politiques, ils devraient avoir une importance importante, excusez-moi cette redondance. Ils n'en ont jamais vraiment eu dans la Ve République. Bon, il y a eu des partis de masse, le Parti communiste a été un parti de masse, le RPR à un moment donné a été un parti de masse, mais enfin ça n'a jamais été les partis allemands. On n'a pas la tradition de l'embrigadement, de l'encartement dans un syndicat, dans un parti, c'est la France, parce qu'on est un peu gaulois, on n'aime pas être enfermé. Donc il y a toujours une faiblesse des partis politiques dans notre pays, singulièrement comme depuis la chute du mur de Berlin, les idéologies politiques veulent moins dire de choses. Bon, bref, j'allais dire une bêtise, mais il paraît qu'il faut que j'arrête d'en dire. Donc voilà. Quand j'étais dans le Nord et qu'on était dans la conquête des villes socialistes et communistes, il y avait une blague qui consistait, parce que l'électorat communiste est passé assez largement à l'électorat Front National, on disait qu'un électeur du Front National, c'était un communiste qui s'était fait cambrioler 2 fois. Bon. C'était plus par idéologie que les gens adhéraient au Parti communiste maintenant. D'ailleurs, ce qui me fait profondément être à droite, c'est que le jour où on a fait tomber le mur de Berlin, les gens de l'Ouest ne sont pas allés à l'Est. Hein, c'est l'inverse. Quand on laisse la liberté aux gens, ils vont plutôt vers le système libéral que vers le système étatiste. Bon, je le constate. Ce qui ne veut pas dire que le libéralisme est absolument formidable, mais enfin, il a quand même plus de qualité que les autres. Et ces partis politiques, ils devraient être forts, ou en tout cas ils devraient exister, et ils devraient exister sur une interprétation du monde. Aujourd'hui, fondamentalement, un type qui est républicain, qu'est-ce qu'il reproche à Emmanuel Macron ? Il ne l'aime peut-être pas personnellement, il considère qu'il n'aime pas sa tête, comme des gens n'aiment peut-être pas M. Wauquiez personnellement. Bon. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche fondamentalement ? Quelle différence fondamentale il y a dans la lecture de la société ? On peut être assez d'accord pour dire que les gens qui sont républicains, aujourd'hui, on est à peu près d'accord sur ce qu'il faudrait faire. OK, il y a un débat sur il faut augmenter la CSG ou la TVA. Vous pensez que c'est un débat qui est aussi important qu'il faut s'allier avec Moscou ou avec les Américains ? Absolument pas. On est dans la politique des nuances. On est dans la politique du trait. Alors, ce qui rend
sans doute, peut-être, une partie du débat public confisquée pour un certain nombre de personnes, et ça nous rejaillit dessus. Qu'il n'y ait plus de débat politique d'importance, d'opposition, ça crée peut-être une partie des gilets jaunes qui ont envie de faire entendre une voix différente. C'est peut-être vrai, peut-être une maladie de notre société. Mais je crois ces partis politiques, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient perdu. Voyez. Et quand vous ne savez pas pourquoi vous avez perdu et que vous ne vous posez pas de questions, on pensait que M. Macron il a été élu par chance, par inadvertance. Vous êtes condamné à ne pas réussir. Parce que si vous ratez les Jeux Olympiques et que vous dites que c'est à cause de l'arbitre, vous ne risquez pas de les gagner la prochaine fois. Nous approchons de la fin de ce débat, mais avant de passer aux questions du public, nous aimerions vous interroger une dernière fois. Vous êtes plein d'admiration pour le général de Gaulle dans votre bureau à Tourcoing. En tout cas, celui du maire, vous avez un de son portrait notamment, et vous le citez régulièrement. Mais aujourd'hui, tout le spectre politique se revendique en héritier et en défenseur du gaullisme. Qu'est-ce qu'être gaulliste en 2019 ? Bon, je ne sais pas, parce que moi, j'aime dans De Gaulle le moment de l'histoire, quoi. Moi, je crois que la politique, c'est l'histoire. La politique d'aujourd'hui, ce sera demain l'histoire. Et comme j'aime l'histoire, j'ai voulu faire de la politique parce que j'ai voulu regarder c'était quoi l'histoire au présent. De Gaulle, c'est un personnage incroyable, avec ses tâches. La façon dont il traite les harkis, c'est une tâche... évidemment, c'est pas un saint, De Gaulle. D'ailleurs, je pense pas qu'il se revendique comme tel, mais c'est un homme qui a bravé les événements. Vous savez, c'est une vieille querelle philosophique. Est-ce que c'est les événements qui font les hommes ou est-ce que c'est les hommes qui font l'événement ? Marx pensait que c'était que le système et que les hommes ne comptaient pas. Les gens de droite ou les libéraux pensent que les individualités comptent. De Gaulle, c'est une individualité. Il fallait voir que la guerre 40 allait arriver. C'est quand même incroyable. Pendant 15 ans, le type, il fait des notes à tout le monde. C'est ça, De Gaulle. Pendant 15 ans, il fait des notes à tout le monde pour dire attendez, on va arriver, les chars allemands, personne ne l'écoute, personne ne le croit. Il n'y a que Paul Reynaud à la fin, mais enfin, c'est trop tard. Puis après, il a l'idée que la guerre va être mondiale. C'est ça l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, c'est pas un appel à la radio. L'appel du 18 juin, c'est un mec en 40, alors que le pays il est effondré. Il dit on va gagner parce que les États-Unis vont rentrer. Parce que ce serait une guerre mondiale, parce que les nazis ils sont obligés, ils vont perdre un jour ou l'autre. C'est comme, excusez-moi de le dire, les Prussiens et les Anglais qui avaient compris que Napoléon allait perdre, parce que comme il a perdu Trafalgar, il avait perdu les mers, et qu'il allait perdre un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, mais il allait perdre. Donc De Gaulle, il n'a que des coups d'avance. Puis en 44, il comprend qu'il faut qu'il parte. Il comprend qu'il ne faut pas qu'il cède aux Américains, parce qu'ils ont compris que sinon il allait se faire avoir, et que l'Europe allait se faire avoir. Il a compris en 44 qu'il fallait l'alliance avec les Russes, parce que même si les communistes étaient dangereux, il valait mieux les avoir avec soi, plutôt que d'avoir un régime communiste en France. Puis qu'il fallait partir parce qu'il a joué 58, alors il a attendu plus longtemps qu'il ne pensait. Bon, il n'y a qu'en 68 où il n'a pas vu le coup arriver, mais l'âge arrivait, et il a tellement une vie incroyable. Il a compris le nucléaire, le périphérique, les universités, la recherche. Quand il dit, c'est formidable, un homme qui a été élevé dans la vie coloniale, un militaire, traditionnaliste, catholique, pratiquant, et qui explique à tout le monde, grosso modo, en 58, vous n'avez pas compris, la richesse aujourd'hui, c'est pas les colonies, mais c'est l'atome. Tout le monde le regarde bizarrement, puis quand il dit ça aux types en Algérie, ils sont un peu surpris. Mais la vérité, c'est qu'il avait raison. La richesse, c'était l'atome, c'était les universités, les recherches, c'est Airbus, Concorde. Voilà. Donc De Gaulle, que ferait De Gaulle aujourd'hui ? On ne sait rien ce que ferait De Gaulle aujourd'hui. Peut-être qu'il ne ferait pas de politique parce qu'il pense qu'on est tous nuls. Bon, il n'a peut-être pas tort d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de la clairvoyance. Et je crois que ce qui distingue vraiment un homme politique d'un homme d'État, c'est quelqu'un qui voit les choses arriver. Churchill a été de cela. De Gaulle est de cela. On peut considérer que, par certains aspects, Mitterrand a été de cela. Moins bon niveau, je trouve, que le général de Gaulle. Mais quand il dit, voilà, moi, l'opinion est contre, j'ai une campagne présidentielle, mais je peux vous dire que la peine de mort, c'est une abomination, il faut arrêter. Bon, c'est une forme de clairvoyance. Et pour tout homme politique, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'être un homme d'État, pas un homme qui pense à l'élection. On pense tous à l'élection, à plaire. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'impopularité du moment, c'est de marquer pour son territoire. Dans 3 siècles, on parlera du général de Gaulle encore. Voilà, c'est ça que j'admire chez de Gaulle. Donc je ne pense pas qu'il y a des gaullistes et des non-gaullistes aujourd'hui. Le général de Gaulle est mort, il faut le laisser dormir où il est. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant passer à la question de notre partenaire La Tribune. Elle va s'afficher sur l'écran devant vous. Et en attendant, nous invitons le public à réfléchir à des questions concises, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur le Ministre. Voici la question de La Tribune pour le débat des mardis de l'ESSEC. La réforme de l'ISF, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas l'unanimité. Le président de la République, lors du grand débat des idées, vient d'évoquer pour la première fois de façon aussi claire la possibilité de réformer sa réforme. Il a parlé de mettre sous condition la réforme de l'ISF si l'évaluation
qui a été lancé par les députés ne donnait pas des résultats satisfaisants. Alors, qu'a-t-il voulu dire par là? Est-ce qu'il s'agirait que l'ISF soit rétabli pour les actions et les valeurs mobilières et qu'il y ait une forme de déductibilité de l'impôt s'il y a un réinvestissement dans l'économie, dans certains secteurs ou dans tous les secteurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Merci beaucoup. Alors, pour dire un peu plus, je serais tenté de dire non et passer à la question suivante. Bon, c'est un peu attendu que la tribune pose la question sur l'ISF, mais je vais répondre à cette question. Ce qui est très important dans la phrase du président de la République, c'est après l'évaluation. Nous avons toujours accepté le principe de l'évaluation de ce que nous faisions et singulièrement de l'ISF. C'est Bruno Le Maire qui a défendu la suppression de l'ISF à l'Assemblée, il l'a toujours dit. Ce qui est très intéressant, c'est après l'évaluation. Mais est-ce que dans ce pays, on peut attendre un peu quand on vient de faire quelque chose? C'est un débat un peu hystérique. Je sais bien que c'est un totem absolu et que le symbole compte plus que le fond, mais enfin, on ne fait pas d'économie qu'avec des symboles. Laissons le temps de voir si l'argent va effectivement dans l'économie et singulièrement dans l'économie réelle. Et je rappelle, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, qu'on a gardé un impôt sur la fortune immobilière pour la bonne et simple raison que c'est une théorie macronienne qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle a son intérêt en termes de distribution. Il est très difficile de délocaliser sa résidence principale, sauf à partir du pays. En revanche, il est assez facile de délocaliser son capital. Et que sans capital, il n'y a pas de capitalisme et il n'y a pas d'entreprise. C'est aussi bête que ça. Le travail est très important, les ouvriers doivent être mieux rémunérés sans doute. Moi, je suis un fervent gaulliste de la participation, de la meilleure répartition. Je pense qu'il y a parfois trop de dividendes, qu'il y a une meilleure répartition sans doute à avoir. Mais le capital est très important. Donc déjà, on l'a supprimé, c'est pas très compliqué, l'ISF, dans la loi de finances 2017. Vous payez votre ISF, normalement, à l'été 2018. Donc on a vraiment supprimé l'impôt que dans l'année 2018. Pardon de vous dire, ça fait 3 mois qu'on a seulement supprimé l'ISF. Évidemment, quand on l'a voté, les gens disent on a supprimé l'ISF. Mais la vérité, c'est que pour les gens qui payaient l'ISF, ça ne fait que 3 mois qu'ils ne le payent plus. Comment peut-on tirer une évaluation sérieuse, économique, au bout de 3 mois? C'est impossible. Donc ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il y aura une évaluation. Il s'était donné 2 ans. Moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable d'imaginer qu'à la fin de l'année 2020, le Parlement, la Cour des comptes nous disent, ben voilà, ça a marché, pas totalement marché, ça n'a pas marché. Et évidemment, si les choses ne marchent pas, il ne faut pas être idéologue. Réorienter en disant, on vous supprime votre impôt sur la fortune que si vous mettez votre argent dans tel type d'entreprise, ça peut être une solution. De manière générale, moi, je ne suis pas tellement pour l'économie dirigée. Parce que l'État est toujours moins bon que la liberté individuelle. Voilà. Donc moi, je crois à la réforme que nous avons mise en place. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bête et méchant comme le journal et pas se dire qu'on pourrait se dire si on se démontre qu'on s'est trompé, pas revenir. Je pense que l'un des grands problèmes de M. Hollande, il s'est trompé sur les heures sup défiscalisées. Il le savait très bien. Et puis il n'a pas voulu revenir dessus par idéologie. Bon, ça, c'est absurde. On a le droit de se tromper. Bon. Mais on ne va pas évaluer au bout de 3 mois. Ça n'a aucun sens. Ou alors, dans ces cas-là, on ne fait plus de réforme et on ne dit plus la vérité aux Français. Merci. Des questions, s'il y en a? Bonsoir, Monsieur le Ministre. Ma question est plus politique qu'économique. Je vous pose la question aujourd'hui. Quand vous étiez exclu de LR, vous ne pensez pas que vous avez un rôle à jouer, un devoir à jouer, vous, un devoir envers votre famille politique, envers tous les hommes politiques issus de la droite populaire comme vous, de rétablir la famille politique de la droite populaire qu'aujourd'hui, l'homme que vous avez qualifié, vous qualifiez de lusting, c'est qu'aujourd'hui, base dans notre famille politique, que les hommes populaires ou la droite populaire sont effacés au profil de la droite extrême ou la droite, on peut dire, très, très à droite. Merci beaucoup. Bon, c'est une question que tout le monde se pose. Alors, et votre question, monsieur, c'est finalement, est-ce que j'aurais pu rester dans ma famille pour porter la voix que j'essaie de porter aujourd'hui au gouvernement? Bon, c'est la question d'être dedans ou dehors. C'est pas tout à fait votre question, je répondrai à votre question, mais ça, c'est très important quand on fait de la politique. Il y a des gens qui ont des mains très propres, comme dirait l'autre, elles sont pas sales parce qu'ils n'ont pas de mains. Des gens qui râlent tout le temps. Oh, on connaît tous ces gens qui râlent tout le temps.
Hein, ils ne sont jamais contents de l'association étudiante, ils ne sont jamais contents de ce qui se passe là, des festivités du maire, ils ne sont jamais contents de ce que fait le gouvernement. Puis alors on dit, bah, vas-y toi, tiens, je te regarde, fais-le. Tu vas voir que ce n'est pas facile. C'est sûr que quand vous rentrez dans l'action, vous faites des compromis. C'est certain. La question, c'est quand est-ce que vous faites des compromis, quand est-ce que vous faites des compromissions. C'est une frontière ténue, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut toujours être dedans. Je pense que vous faites plus avancer le système quand vous êtes dedans que dehors. Pour répondre à votre question, bien m'en a pris, monsieur, parce que la question que vous posez, j'ai pu me la poser pendant quelques semaines. Mais bien m'en a pris. J'ai constaté que tous les gens raisonnables de ma famille politique étaient partis. Xavier Bertrand, il a quitté les Républicains. La seule différence entre Xavier Bertrand et moi, c'est qu'il n'est pas rentré au gouvernement. Valérie Pécresse, si vous considérez qu'elle est totalement solidaire de Laurent Wauquiez, c'est qu'on a dû tous ensemble louper un certain nombre d'étapes. Je constate que de grands noms de ma famille politique, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sont partis de la famille des Républicains. Et je constate aujourd'hui que la porosité entre l'électorat de Mme Le Pen et de Laurent Wauquiez est très forte. Et le choix qu'il a fait de M. Bellamy, qui est sans doute quelqu'un de respectable, et en politique, il faut éviter le moins possible d'attaquer les personnes, c'est le choix d'une droite très traditionnelle. J'allais dire traditionnaliste. Finalement, vous avez 3 types de droite. C'est vieux comme René Raymond. Hein, vous avez la bourgeoisie. Aujourd'hui, cette bourgeoisie, elle suit, on fait très vite, mais plutôt Emmanuel Macron. Parce qu'elle est pro-européenne, parce qu'elle est attachée au capital, parce qu'elle est attachée au libéralisme, parce qu'elle considère que nous avons fait des réformes au gouvernement qu'aucun gouvernement de droite n'avait fait depuis 40 ans. Personne n'avait osé supprimer l'ISF. Personne n'avait fait la réforme du statut de la SNCF. M. Juppé avait d'ailleurs été, rappelez-vous, avait reculé sur cette question. Personne n'avait fait la réforme du Code du travail. Personne n'avait fait la réforme de la fonction publique. Personne ne fera la réforme de l'assurance chômage que nous faisons là, qui est une réforme extrêmement difficile à faire. Je n'ai pas l'impression que ces réformes relèvent du socialisme de la Troisième Internationale. Voyez ? Donc moi, je me sens assez à l'aise avec ce que nous faisons. Et qu'est-ce que je constate en face ? C'est une opposition de droite qui dit « il ne faut pas toucher aux contrats aidés, il ne faut pas toucher aux APL, il ne faut pas toucher aux fonctionnaires, il ne faut pas toucher à l'assurance chômage, il ne faut pas toucher à la SNCF ». Je considère une droite qui maintenant a complètement perdu sa boussole et qui s'oriente pour M. Wauquiez avec M. Bellamy vers la portion la plus traditionnelle. Donc la bourgeoisie, je crois qu'elle soutient plutôt ce que nous faisons. Il y a une droite plus, on va dire, traditionnelle, c'est un peu caricatural de le dire ainsi, mais enfin, qui était effectivement dans une lisière qui était bien plus à droite, qui est perdue entre Mme Le Pen et M. Wauquiez. Puis il y a une droite populaire qui, aujourd'hui, moi je l'avoue bien volontiers, n'a pas été totalement séduite par M. Macron. Je sais qu'elle est plus séduite par M. Wauquiez. Mais je sais qu'elle n'est pas totalement séduite par M. Macron. D'ailleurs, cet électorat populaire, de droite et de gauche, moi je connais l'électorat populaire de droite, bon, ça fait depuis 2007 qu'il n'est séduit par personne. Il avait été très séduit par Sarko. Sarko les a un peu déçus, pour plein de raisons, la crise, bon, moi, je ne vais pas y revenir. Et ça fait maintenant 15 ans que ces gens soit s'abstiennent, soit votent aux extrêmes, ou de temps en temps votent pour des gens, mais sans être tout à fait sûrs. Et il y a sans doute une partie de la première vague des Gilets jaunes qui était de droite populaire. Et ben moi, mon travail, moi, j'essaie de ne pas être prétentieux, je sais que ce n'est pas fait. Je sais que ce ne sera pas M. Wauquiez qui portera cette voix, mais je sais que ce n'est pas fait. Donc mon petit travail à moi, dans le gouvernement, c'est d'essayer de l'arrimer à un gouvernement raisonnable et pas qu'il aille vers un gouvernement qui ne le serait pas. Merci. Une dernière et unique question, s'il vous plaît. Il y avait madame après. Bonsoir Monsieur le Ministre. Ma question porte sur le budget de la Défense. Oui. Le gouvernement allemand a annoncé en début de semaine qu'il n'atteindrait probablement pas l'objectif de 2% du PIB dédié à la défense, bien loin des objectifs fixés par l'OTAN et par le président Trump. Quelle est la position de la France à ce sujet et pourrons-nous atteindre les 2% jusqu'à la fin du quinquennat ? Bon alors, là, je vais être un peu méchant, y compris avec, me semble-t-il, les engagements du président de la République, mais il me semble que prendre des engagements en pourcentage du PIB, c'est un engagement un peu absurde. Vous savez, c'est comme dans le film de Bernard Blier avec... je ne sais pas si vous avez vu ce film, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, puisque le PIB, c'est comme la ligne d'horizon. Il grandit chaque année, par nature. Donc dire 2% d'un truc qui grandit chaque année, alors que vous ne savez pas de combien il va grandir chaque année, puisque ça dépend de la croissance, je suis incapable de vous dire si on tiendra 2% ou pas 2%. L'idée, c'est une ligne d'horizon qu'il faut atteindre. Et à PIB constant, lorsqu'on l'a fait en 2017, on a dit qu'il faut augmenter de 2 milliards d'euros les crédits par an de l'armée, ce que nous faisons. Je constate d'ailleurs que si nous augmentons de 2 milliards d'euros de crédits par an de l'armée, c'est un effort considérable qu'aucun gouvernement n'a fait depuis la guerre froide. Aucun gouvernement n'a fait depuis la guerre froide. Je pense que c'est très nécessaire. D'abord parce qu'il faut renouveler notre dissuasion nucléaire.
et nos 3 composantes. Ensuite, parce que, comme je vous l'ai dit, les Anglais partant, il n'y a plus que nous qui avons une armée digne de ce nom, si j'ose dire, avec une force nucléaire. Et troisièmement, on voit bien qu'on a hyper sollicité nos armées, qui sont devenues en plus dans une entrée très technologique, puisque par ailleurs, on a multiplié les théâtres d'opérations extérieures, et on est quasiment à bout de souffle, si j'ose dire, de ce qu'on sait faire, et on voit bien qu'il y a un sujet de financement. Pour répondre à votre question, nous tiendrons ces 2 milliards de dépenses par an. C'est beaucoup d'efforts. Si on fait 2 milliards par an, c'est-à-dire qu'on fait des économies ailleurs, et c'est très dur ailleurs. D'aller expliquer que la priorité, c'est l'armée, alors que l'armée, on ne le voit pas tous les jours. On voit l'intérêt de l'armée quand il y a une guerre. Bon, Dieu merci, ça nous préserve depuis quelques dizaines d'années. C'est très compliqué d'expliquer aux Français dans le grand débat. Écoutez, vous savez quoi, on dépense 2 milliards, mais il ne faut pas les toucher parce que c'est très important pour la suite. Je crois que nous aurons une trajectoire budgétaire pour les armées qui est très importante et qui sera, à mon avis, de ce que j'en sais, à la hauteur de ce que notre pays peut faire et doit faire pour compter dans le concert des nations. C'est pour ça que le pourcentage, vous voyez ce que je veux dire, en PIB me paraît un peu ridicule comme ligne. En plus, c'était 2025, c'était pas, me semble-t-il, 2022. Deuxièmement, par contre, il y a un débat qu'il faut porter, sans doute dans le cadre des élections européennes. Comme la France est le seul pays de l'Europe, puisque l'Angleterre est partie, à avoir un tel niveau de dépenses pour l'armée, et que notre armée française permet l'indépendance de l'Europe vis-à-vis de M. Poutine, vis-à-vis de M. Erdogan, vis-à-vis de M. Trump ou de M. le président chinois. J'ai peur d'écorcher son nom. Il y a peut-être un cousin à Tourcoing, il faut vexer personne. Comme nous sommes la seule armée, on pourrait peut-être se dire, plutôt que de rentrer dans nos critères de déficit, aucun autre pays européen n'a ces dépenses. On fait ces dépenses pour tout le monde. Quand on intervient au Mali, on le fait au nom de l'Europe. Peut-être qu'on pourrait sortir ces dépenses de notre budget et dire que ce sont des dépenses qui sont faites au nom de l'Union européenne. Alors ça pose la question, je n'ai pas dit qu'il fallait une armée européenne, je n'ai pas dit ça. Mais on peut se dire, la France fait un effort exceptionnel que ne font pas les autres. On pourrait peut-être se dire que ça peut les aider à résoudre leurs problèmes de finances publiques, puisque les armées, je rappelle que c'est le 2e poste de dépense après l'éducation dans le budget de la nation. Donc il y a une question de savoir comment on les compte. Voilà. Mais on ne lâchera pas sur cette question. D'ailleurs, je suis le premier ministre des comptes publics depuis 1945 à ne pas geler les crédits de l'armée. Ça fait 2 ans que j'y arrive. C'est-à-dire qu'à dire aux militaires, vous avez 2 milliards de plus, vous aurez 2 milliards de plus à la fin de l'année, parce que sinon, monsieur le préfet, c'est ça. En fin d'année, on a du mal à terminer le budget, puis du coup, on gèle des crédits, puis on dit aux gens, vous pensiez avoir 2 milliards, finalement, vous avez 1,5 milliard, ce qui handicape l'industrie de l'armement, qui fait marcher beaucoup de monde. Bon, bref. Donc c'est un objectif très important, mais je ne suis pas sûr qu'il faille le faire en pourcentage du PIB. Monsieur le ministre... Madame, je ne veux pas la frustrer. Très bien. Rapidement, s'il vous plaît. Vous avez remarqué qu'au garçon, il ne dit pas rapidement. Hein ? Oui, c'est du sexisme. Merci. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer ma question. Redonnez le micro, alors, c'est bon. Je me demandais à quoi servait finalement le ministère de la fonction publique, dans la mesure où l'ensemble, j'allais dire, de la fonction publique est réparti par ailleurs dans des ministères d'expertise. Et donc, pour piloter une transformation, j'imagine qu'il faut une certaine expertise. Et donc, mon interrogation est, est-ce que le ministère de la fonction publique ne pilote pas une transformation technique alors que les ministères sont sur la transformation métier? C'est un peu confus. Expliquez-moi. Vous avez parfaitement raison et votre question est très intéressante. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de ministère de la fonction publique d'ailleurs. Ce qu'a souhaité le président de la République, c'est qu'il m'a nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. Alors, des Comptes publics, je voyais bien. L'Action, quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit c'est quoi ministre de l'Action? Je dis je sais pas, mais ça va être vachement important. Bon. Je suis le premier ministre de l'Action. Bon. Ça va. Au moins, j'aurais fait un truc dans ma vie. Je suis le premier ministre de l'Action. En fait, ce qu'a voulu dire, parce que moi j'ai posé la question au président de la République, c'est quoi ministre de l'Action? Ça n'existait pas auparavant. Bon. L'action publique, c'est communément ce qu'on appelle l'intervention de l'État. Et c'est une sorte de DAF. J'ai les finances, je suis les comptes publics, j'ai les fonctionnaires, on y reviendra, mais pas en tant que ministère de la fonction publique. Puis j'ai les moyens de la transformation. Donc la transformation numérique, la transformation. Et ce que vous dites est très juste, parce que les fonctionnaires, d'abord, il y a 3 versants de la fonction publique. Il y a 3 fonctions publiques, mais les syndicats aiment bien qu'on dise 3 versants de la fonction publique, territoriale, hospitalière et État. Puis les fonctionnaires, il y en a des très différents, ça ne veut rien dire, les fonctionnaires. Il y a des catégories C, des catégories A. Bon. Et moi, je ne connais les fonctionnaires que de mon ministère, mais c'est vrai que j'aurais bien mal à intervenir dans les autres ministères. Et donc, du coup, on se dit c'est très transversal. Ça pose la question de la fonction DRH. Si vous pensez que l'État, ce n'est pas une entreprise, mais c'est quand même un peu une entreprise, la fonction DRH est très importante. Mais un DRH dans une boîte, il ne fait pas que de payer des salaires. Il ne fait pas que régler des statuts.
il fait de la formation, il choisit le top management, il aide, il est dans le COMEX. Vous voyez, c'est très important. Et jusqu'à présent, on avait tous eu, dans l'État, une vision très statutaire. Alors, la DGAFP, qui est la Direction Générale de la Fonction Publique, c'est des gens qui font... c'est très important, c'est des conseillers d'État en général qui y sont détachés. Bon, ils font des décrets, des arrêtés. Moi, j'en signe 150 sur mon bureau. Je ne comprends même pas ce que je signe parfois, des trucs à 47 pages qui concernent la sous-catégorie C en Moselle. Bon, très bien. Bon, j'ai des notes qui m'expliquent un peu quand même. Hein. Puis, bon, à un moment, faites confiance aussi à gens à qui vous travaillez. Mais ça, c'est pas un boulot intéressant, au sens où c'est statutaire, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est la formation. C'est comment on choisit des jeunes fonctionnaires. Moi, je vous donnais des exemples tout bêtes, mais dans mon cabinet, j'ai des gens formidables. Des gens vraiment formidables, qui ont fait des études incroyables, major de normal, 2 agrégations, inspecteur des finances, 30 ans. Le type, je lui dis, voilà, ça fait 2 ans, t'as pas envie d'aller, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tous les patrons qui viennent me rencontrer veulent le prendre. Il dit, non, moi je veux travailler dans l'État. Chouette, un jeune fonctionnaire très diplômé qui a fait du cabinet ministériel, qui veut travailler dans l'État. Il sait très bien qu'il sera mal payé, mais il veut aider l'État, il aime son pays. Il a fait un petit tour là pour voir un peu tout le monde où est-ce qu'il peut être embauché. On lui propose sous-directeur. Bon, il pourrait être DAF dans une grande boîte française du 440. Et on lui propose sous-directeur parce qu'il n'a pas l'âge et le grade. Et bon, on perd des qualités. Et l'État c'est très peu repérer ses agents et les faire promouvoir indépendamment des règles. Je le dis devant monsieur le préfet. Tout à l'heure, j'avais vu Olivier Dussopt. Il y a une règle idiote. Quand on n'est pas énarque, pour être sous-préfet, il faut avoir 35 ans. Donc je pouvais être député et ministre, mais je ne pouvais pas être sous-préfet. C'est absurde. Il y a plein de gens qui ont 31, 32 ans. Peut-être vous avez peut-être envie d'être sous-préfet pendant 2 ans, bah, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut que l'État puisse s'y repérer. Donc l'action publique, ça doit être ça aussi. Puis je terminerai par dire que l'un des grands drames de la fonction publique, alors il y avait un très vieux film, je pense que vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le, il est très drôle, qui s'appelle Carambolage. C'est un film de Michel Audiard, en noir et blanc, avec Louis de Funès et Jean-Claude Brialy. Louis de Funès, c'est un film des années 60, une sorte de patron, et il le fait très bien, le patron insupportable, qui est patron d'une grande boîte de communication et d'agence de voyage, parce que c'est l'essor des 30 Glorieuses. Et c'est la géographie du pouvoir, c'est un peu l'objet du film. Le patron est au 6e étage, et puis un étage en dessous, le type est au N-1. Puis au rez-de-chaussée, le type n'a pas de grade. Et au rez-de-chaussée, c'est Jean-Claude Brialy, puis après il y a son N+1, son N+2, et puis à la fin le patron. Comme si le pouvoir, c'était en haut, et au rez-de-chaussée était le type qui n'en avait pas. Puis il y a une réunion de direction à laquelle assiste Jean-Claude Brialy, parce qu'il est un peu l'assistant, et ils doivent trouver une grande idée pour la boîte, pour les 30 ans de la boîte. Personne ne trouve chez les directeurs. Le jeune Jean-Claude Brialy est un homme charmant et intelligent, ne dit rien, va voir nuitamment Louis de Funès, qui est le patron, et dit « j'ai trouvé votre idée », et il lui trouve l'idée, et l'idée est formidable, et de Funès est très content, et il sauve la boîte, et tout ça est formidable. Et puis, du coup, Jean-Claude Brialy dit « moi, j'aimerais bien avoir une attestation de mon avancement ». Alors de Funès, patron insupportable qui ne veut rien payer, évidemment, dit pourquoi mon avancement? C'est parce que mon N+1 va partir en retraite, et je le remplace, selon la tradition de la maison. Et là, de Funès a cette phrase formidable qui s'applique malheureusement, je crois, un peu à la fonction publique et à la façon dont on récompense les fonctionnaires. Il dit « Quelle merveilleuse entreprise que la nôtre, qui ne récompense pas le mérite, ce qui serait arbitraire, mais l'ancienneté, ce qui est objectif. » Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hormis quelques personnes qui ont pu avoir, à un moment donné, une chance d'être poussées, l'État n'est pas capable, ou très peu capable, de repérer des pépites, de faire ce que fait un DRH dans une boîte. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que c'est la même question que s'est posée le président de la République. Il n'a pas fait un ministère de la fonction publique. On doit malheureusement se faire un peu de statut, mais il a essayé de donner un ministère, peut-être qu'il n'a pas totalement réussi. Peut-être qu'il faudra moderniser ça encore. Moi, j'ai plein d'idées, mais je vais me fâcher avec plein de monde puisqu'on est en direct, voilà. Donc, je le dirai plus tard. Il faudrait un vrai DRH de l'État. Et je pense d'ailleurs que ce serait bien que ce soit quelqu'un du privé qui un jour s'en occupe. Mais on n'a pas encore trouvé. Voilà, merci à vous. Monsieur le ministre, merci pour votre temps, vos réponses.